Salut, c'est Régis. Petit instant promo avant le début de cet épisode. Je joue mon spectacle pour la première fois le 20 février au Réservoir Bar à 20h. C'est entrée libre et sortie au chapeau, donc tu peux m'envoyer un message via Instagram et je te mets une place de côté. Tant qu'il en reste encore. Pour le moment, il en reste encore. Ne t'inquiète pas. Alors mon Instagram, c'est Régis Canon, humoriste. Et si tu écoutes cet épisode hors de la Belgique et que ça fait un peu loin pour venir me voir, si tu veux me soutenir, tu peux aussi simplement t'abonner au podcast et lui donner les 5 étoiles qu'il mérite. Je te laisse maintenant avec Morgane Cadignan. Comme on n'avait pas énormément de temps pour enregistrer, je me suis concentré uniquement sur le stand-up, mais tu peux également la voir dans la série Culte sur Prime Video ou dans la série Space Game aux côtés de Dedo et Frédéric Sigris. C'est disponible sur France TV. Elle a également prêté sa voix à la série d'animation Flippé. Elle a également participé au Festival de Montreux et elle explique son passage dans le podcast Yellow Mike. N'hésite pas à aller écouter ça. Voilà, j'espère que l'épisode va te plaire. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager l'épisode sur tes réseaux sociaux. Ça fait une énorme différence pour moi. Et surtout, va voir le spectacle de Morgane Cadignan. J'ai eu l'occasion de le voir juste après avoir enregistré cet épisode et le spectacle était incroyable. Autant j'ai beaucoup aimé le premier, j'ai adoré le deuxième. C'est brillant, c'est très bien écrit, c'est un peu plus fou que le premier, c'est encore plus honnête, c'est marrant pour un spectacle qui parle du mensonge. Et il y a moins de filtres, c'est plus authentique. J'ai vraiment beaucoup aimé le spectacle et j'espère que tu l'aimeras aussi. Donc va voir le spectacle, prends tes places après avoir écouté l'épisode. Fais une photo pour dire hey, tu m'as donné envie d'aller voir le spectacle, je vais aller voir le spectacle de Morgane Cadignan. Ça me ferait trop plaisir que quelques personnes viennent voir le spectacle en plus grâce à cet épisode. Elle mérite que ces salles soient remplies. Et voilà, passe un bon épisode et à très bientôt. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec une humoriste que j'essaie d'avoir depuis tellement longtemps. Dans ce podcast, on devait enregistrer pour son premier spectacle, mais j'ai chopé le Covid le jour de l'enregistrement. Entre-temps, elle a eu le temps d'écrire des centaines de chroniques, de faire 3 épisodes des gens qui doutent avec Fanny Ruet, d'écrire un nouveau spectacle. Je reçois Morgane Cadignan. Comment ça va ? Salut, ça va, enfin on se retrouve. Ça va super. Et toi ? Ça va très bien. Cool. Je suis content enfin de pouvoir faire cet épisode. Mais moi aussi. Et merci beaucoup d'avoir accepté de le faire. Plaisir. Surtout que j'ai souvent entendu dire que tu n'aimais pas tant que ça parler d'humour en général, ce qui est un peu le concept de l'épisode. Donc j'espère que ça va. Bah, écoute, je vais vraiment faire de mon mieux. Ça marche. Non, j'adore parler d'humour, mais dans des podcasts, en fait, c'est comme je fais pas ça depuis longtemps, c'est hyper dur d'avoir des avis. Et, tu vois, t'as toujours un peu l'impression d'être illégitime et de parler d'un truc que tu gères pas tant que ça. Ouais, je comprends. Mais est-ce que toi, t'es consommatrice de podcasts en général ou pas du tout ? Ouais. Ouais. Pas un peu toujours, un peu de manière monomaniaque, un peu toujours les mêmes. Okay. Et pas tant que ça. Là, j'aimerais bien me mettre au podcast en anglais pour développer mon anglais. Et parce qu'il y en a qui sont super, parce que la France n'a pas inventé le podcast, loin de là. Mais oui, j'en écoute quelques-uns, des trucs de potes, mais un peu toujours les mêmes, quoi. Lesquels ça Le Floodcast. Le Floodcast. Le Floodcast, c'est un des seuls, j'écoute ça en voiture, je fais des embardées de rire sur la route. C'est vraiment, c'est un des seuls trucs où je me marre seule. J'écoute 4 quarts d'heure, beaucoup. En plus, c'est vraiment la famille, quoi. J'écoute Sur Parole de Gigi Pop. Mm-hmm. Je l'écoutais en venant, j'écoutais l'épisode avec Adèle Fugazi dans la voiture. Et j'écoutais un peu Transfert, mais alors ça me fout un plomb à chaque fois terrible. J'ai écouté le tien un peu, j'écoute Les gens qui doutent de Fanny. Voilà, j'écoutais Un café au Lucette de Louis Dubourg à l'époque. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour. Ouais. Oh, mais je suis déjà flatté d'être dans la catégorie, c'est trop bien. Et au moment où on enregistre, on est le 18 décembre. Tu viens de présenter ton nouveau spectacle La Nuit je mens au Kings of Comedy Club. Il s'agit des dernières dates de rodage. Exactement. Tu l'as joué hier soir, comment ça s'est passé ? Alors, hier soir, ça s'est bien passé. Enfin, les gens étaient là. Ils étaient chouettes. Après, moi, j'ai été très rapide. En fait, mon principal défaut, vraiment l'axe de... Bon, j'ai énormément de défauts sur scène, hein, comme tout le monde. Mais l'axe d'amélioration majeur qu'il faut vraiment que je travaille, c'est la vitesse à laquelle je parle. En fait, moi, je suis très traqueuse, je suis très sujette au stress, au trac et Pareil. tout. Et je parle très, très vite. Et sauf que quand je commence à faire un passage très, très vite, c'est comme si j'étais sur une moto, tu vois. J'accélère, je pars en roue arrière et après, je ne sais pas comment freiner. Donc, si j'ai commencé à aller très vite dès le premier quart d'heure, je vais garder ce rythme. Okay, ouais. Jusqu'à la fin, j'ai du mal à me calmer. Et du coup, hier, je pense que je les ai un peu perdus sur des trucs parce que j'étais en freestyle, quoi. Okay. Enfin, je rappais à des moments. Et puis moi, c'est marrant de jouer un spectacle entier au Kings, qui est dans mon cerveau, il y a un truc d'ancré, je crois, très Comedy Club. Donc en fait, je crois que j'avais pas la concentration et j'avais pas l'ancrage, mais c'est de ma faute, hein,
nécessaire à jouer un spectacle en entier. Tu vois, j'étais un peu là, je fais mon petit quart d'heure, c'est un 30-30 avec Fanny, machin. Et puis, tu sais, en parlant, je me disais, mais attends, c'est quand même mon spectacle, la meuf, les actes out, machin, pause un peu, concentre-toi, t'arrives avec ton propos, ton spectacle et tout. Donc ce soir, je vais essayer on la joue 2 fois de suite, je vais essayer d'être plus concentrée. Je pense que c'est une question de concentration. Bah, c'est vrai que t'es une habituée du Kings, donc t'es habituée de le faire dans un format plus court et donc d'un rythme différent. Mais j'ai hâte de voir le spectacle ce soir. Eh ben, moi aussi. Mais c'est bien, tu peux un peu corriger le tir par rapport à hier. Ouais. Puis là, c'est la première fois que je vais le faire, parce que c'est, comme tu dis, les dernières dates de rodage. Et c'est la première fois de tout le rodage que je ne vais pas changer du texte. Entre deux. Et c'est pour ça que je pense hier, c'était un peu, j'étais un peu perdue dans mes transitions parce que j'ai passé aussi l'après-midi à écrire des trucs, à changer des vannes, à changer des blocs de place et tout. Du coup, c'est dur d'être dans ce que tu dis, d'être présent dans ce que tu dis avec naturel et spontanéité. Et quand dans ta tête, il y a alors attends, alors quand ce passage-là, il me mène à ça parce qu'il faut qu'il donc là, ce soir, c'est la première fois depuis octobre où je vais vraiment le dire, le jouer sans avoir bougé des trucs avant, quoi. Ok, ouais. Et après les dates de rodage, parce que tu commences à faire le spectacle, donc la version définitive, le spectacle. Définitif, à partir du 15 janvier, donc à la Comédie de Paris, où tu joueras ton spectacle tous les mercredis soirs à 19h. C'est quoi les étapes après le rodage? Qu'est-ce que tu vas faire en fait entre les deux? Entre demain et le 1er et le 15 janvier, je vais aller me reposer. Enfin, je vais lire beaucoup de livres et continuer à écrire, mais en tout cas, il n'y aura pas de trucs publics, quoi. Je vais vraiment... tu sais, c'est les Noëls, je vais être en famille, puis je vais faire un peu d'activité aquatique. Voilà, okay. Mais donc, le spectacle que je vais voir ce soir, c'est relativement le spectacle que je verrai si je vais à la Comédie de Paris tous les mercredis. Moins la petite scénographie, la petite mise en scène, les petits trucs à gauche, à droite que je réserve pour la salle, le théâtre dans lequel je vais jouer à Paris. Mais oui, à une phrase près, ça va être la même chose. Ok. Et donc, tu as commencé à le roder à partir du 24 octobre à Lyon. À quel point il a évolué depuis la première date du rodage, tu dirais? C'est dur. Il a pas mal évolué quand même. Déjà, on a changé tout le sens. Enfin, pas le sens, pas dans le sens le propos, mais on a changé l'ordre. Énormément avec Clio Garcia, donc avec qui je travaille. On a enlevé vraiment beaucoup de parties, du coup, ce qui a nécessité de réécrire des parties. Les gros blocs sont là, les 10 minutes qui avaient été testés en Comedy Club, de toute façon, n'ont pas bougé. Donc le propos qui est le mensonge, ça n'a pas bougé. Mais ouais, il a quand même pas mal changé, quoi. Et donc le thème qui ressort du spectacle, donc comme tu l'as dit, tu as rodé des 5 minutes, des 10 minutes dans les Comedy Club, et le thème qui ressort, c'est celui du mensonge, je vais quand même l'articuler un petit peu correctement. Pourquoi c'est un thème qui est intéressant à développer? Je sais pas si c'est intéressant dans l'absolu, mais c'est intéressant pour moi parce que c'est un truc qui me parle, sur lequel j'ai eu besoin de m'interroger, et que j'ai aimé m'interroger dessus, qui m'intéresse en plus philosophiquement, l'articulation. Je tiens à dire c'est le matin. Philosophiquement, ça m'intéressait dans ce que ça raconte, de notre manière d'être une société, d'être ensemble, d'être un couple, d'être amis, d'être collègues et tout. Et en fait, c'est pas forcément, moi j'ai pas de volonté de dire c'est bien de mentir ou c'est pas bien de mentir. En fait, le seul truc que j'ai envie de poser, c'est on le fait. C'est un petit mensonge du quotidien, quoi. Ouais, les mensonges, les omissions, et puis les mensonges de confort aussi pour pas blesser. Mais c'est un peu ça qui m'intéressait. Et en fait, c'est un peu sans faire. C'est comme je disais à Fanny dans l'épisode qu'on a fait en octobre, c'est que ce qui m'intéressait, c'était aussi de voir quel thème se dégage à force de faire 2 ans, de 5 minutes, de 10 minutes. Et en fait, à chaque fois, il y avait quand même ce dénominateur commun. Il y avait tout le temps. Dans les 5 minutes, j'ai menti, ou on m'a menti, ou un rapport à l'honnêteté, ou un truc d'enfance de on m'a dit ça, mais en fait, en grandissant, je me suis rendu compte que non. Donc, tout mis ensemble, le thème, c'est un peu dégagé inconsciemment, tout seul, ouais. Est-ce que t'abordes aussi les mensonges qu'on se fait à soi-même, je suppose? Ah ouais, c'est vraiment 70%, c'est les mensonges qu'on se fait à soi-même, et en parlant de moi, parce que un spectacle, c'est toujours un peu perso. Oui, ça, c'est beaucoup où est-ce que je me mens. Après, si tu commences à parler des relations amoureuses et tout, t'es quand même un peu obligé de faire ton analyse et de voir où est-ce que tu t'es menti, tout ça. J'ai vraiment hâte de l'écouter. Moi, en tout cas, c'est un thème qui me parle, parce que je me mens beaucoup. Et les mensonges de confort, c'est classique, parce que je suis un people pleaser absolument. Alors là, j'en fais régulièrement. Là, c'est tous les jours,
probablement à chaque fois que je vois quelqu'un, je lui ai menti probablement sur l'heure à laquelle j'allais arriver. S'il y a des amis qui écoutent, non, c'est pas vrai, pas du tout. Je vous adore. En vrai, je vous adore, mais... Mais je vous mens parce que pour continuer à ce qu'on s'adore. Et il s'agit de ton deuxième spectacle. Ouais. Qu'est-ce qui le différencie vraiment du premier, tu dirais? Ah, c'est intéressant. On en parlait hier avec Fanny. Je lui disais, tu sais, je vais mettre des extraits parce que, bon, un peu la guerre d'Instagram et du contenu. Et je lui disais, tu sais, je vais mettre des extraits de mon premier spectacle qui a été capté à l'Européen il y a 2 ans sur Instagram. Elle m'a dit, c'est dur. Hein. Je lui ai dit, putain, c'est super dur. C'est super dur parce que... y a un espèce de truc quand un spectacle rejoint le cimetière des spectacles, après la dernière fois où tu le joues, c'est que ton cerveau... Enfin, en tout cas, moi, mon cerveau a effacé. Mais je pourrais pas te refaire 10 minutes. Okay. Ou 5 ou 3 de cet ancien spectacle que j'ai joué pourtant 300 fois. Il y a tellement de trucs que j'assume plus, je ferais... Et ça se trouve, tu vois, tu vas voir ce soir le nouveau et tu vas me dire, bah non, ton stand-up a pas tant changé. Mais heureusement, parce qu'à force de plateaux, moi j'ai fait quand même pas mal de plateaux entre les deux, t'as quand même l'impression de t'améliorer, d'affiner un truc, de moins tomber dans des pièges un peu basiques du stand-up, tu sais, de répétition ou de la règle des 3 trucs, et puis à la fin, tu mets un truc absurde, machin. T'as l'impression de moins faire de facilité comme ça. Donc quand je revois les images du premier, je me dis, ah putain, oui, bon, il y a des vannes rigolotes, il y a du one-line, il y a des punchlines, mais bon, je trouve le propos un peu enfantin, un peu... en fait, ça me cringe, tu vois. Mais je pense que ça me cringe parce que c'est moi. Oui, parce que c'est toi. Parce que moi, j'ai revu le spectacle récemment parce que tu m'as envoyé un lien pour pouvoir le voir. Merci beaucoup. Ça m'a permis de revoir le spectacle. Ouais. Et moi, je l'ai vraiment bien aimé. J'ai vraiment beaucoup ri. Oui, vraiment. Moi, tu vas mettre des extraits, les gens vont rire, les gens vont aimer, les gens vont partager. Tu vois, je vais même pas pouvoir... Et j'ai demandé à ma prod, tu vois, je veux dire, on choisissait les extraits parce que moi, c'est me voir à l'écran, c'est un truc, c'est impossible. En tout cas, c'est vraiment pas un bon moment, quoi. Donc j'ai demandé à des gens de confiance, regardez la capta du premier, isoler si on peut faire une dizaine de vidéos, sous-titrez-les, envoyez-les-moi. Moi, j'ouvre mon Instagram, je balance, je déconnecte Instagram et cette vidéo fait sa vie. Et je leur ai demandé, mais est-ce que ça nous sert ou est-ce que ça nous dessert de mettre ça, et elle m'a dit non, mais quand même ça va, ça reste ton humour, ça reste moi honnêtement ça je pense que ça te sert. Moi, je oui. pense que ça te sert parce que, je te dis, j'ai vu le spectacle, je me suis dit, je vais venir voir le nouveau et je vais enregistrer le podcast avec Morgane. Tu vois, je me suis et pas à la dit, fois, tu viens de me dire il y a 5 minutes que tu étais un people pleaser et que tu montais pour faire plaisir aux gens. Donc, est-ce que je peux te croire? Je ne sais pas. Mais de toute façon, le sous-titrage est parti, donc là, on peut plus reculer. Mais là-dessus, tu peux me croire parce que la règle du podcast, c'est que j'invite que des gens que je trouve drôles. Ah oui, donc, si j'avais pas aimé le spectacle, j'aurais été un peu gêné, j'aurais essayé de trouver une excuse. Il y a tellement d'humoristes maintenant que tu peux. Enfin, ça serait dommage d'inviter ceux que tu trouves pas. C'est que t'auras même pas assez de temps de podcast pour inviter tous ceux qui sont drôles parce qu'il y a tellement de monde. Mais enfin, donc, le rapport au premier spectacle, c'est toujours un peu particulier. C'est comme. C'est un peu comme regarder des photos de toi d'il y a 5 ans. T'es là. À la fois, oui, je paraissais plus jeune, je paraissais plus en forme, mais qu'est-ce que je m'habillais mal, tu vois. Mais déjà, même juste se regarder. Moi, hier, j'ai animé une soirée au Réservoir que j'anime tous les mardis. Et j'avais des interactions avec le public, des trucs comme ça. Et je me disais, c'est trop bien, c'est génial. Je me re-regarde. Je me regarde juste les vidéos que j'ai fait. Et je fais, c'était pas si ouf que ça, en fait. C'est une machine à complexe. Hein. Et à la fois, c'est le moyen le plus rapide et sûr et efficace de s'améliorer et de corriger les erreurs. C'est de te regarder. Moi, je le fais pas. Et je sais que je perds un temps. Je serais une bien meilleure stand-upeuse aujourd'hui que si j'arrivais à le faire. Mais moi, je pense que ça va te servir et des extraits de chroniques aussi. Parce que moi, j'ai réécouté des chroniques. J'en ai écouté plein. J'ai réécouté des chroniques même en venant ici pour me remettre un peu dans le bain parce que je les avais plus écoutées depuis un moment. Dans le bain. Et je ris vraiment, tu sais, vocalement. Oh là là, ça c'est un bon compliment parce que c'est rare, je trouve, quand tu regardes beaucoup de trucs d'humour, de rire vocalement. Mais moi, je suis très bon public, mais moi, je trouve que c'est rare de rire en chronique vocalement. Ah ouais? Je trouve que c'est plus facile d'être emporté quand je comprends, c'est plus un truc tu sirotes, quoi, qui se savoure, voilà, mais non, je comprends. Mais c'est vraiment les formules. J'ai même fait pause à ici un épisode où tu fais, si je remontais dans le temps et je parlais à Morgane de 14 ans, qui écoutait Koé et je dis attention et avec son père pardon tu vas être déçu le double assieds-toi j'ai ri fort merci beaucoup mais c'est souvent ce que j'aime beaucoup dans ton humour, c'est la qualité des formules, quoi. Tu viens me plier sur un truc c'est la bonne formulation, le typique, la punchline, vraiment. Merci beaucoup.
Bah, c'est pour ça que tu es dans l'épisode, c'est pour ça que ça fait 3 ans que j'essaie de t'avoir. Et en dehors du spectacle et de la tournée Ouais. que tu vas faire à travers la France, la Ouais. Suisse, la Belgique, est-ce que tu as d'autres projets qui arrivent dont j'aurais pas connaissance ou c'est vraiment Ouais, des le trucs spectacle? un peu de plus d'écriture de scénarios, de séries. Bah, en fait, comme tout le monde, t'es toujours plus ou moins en train d'essayer de développer ta série. Ou d'écrire ton livre, ou tu vois, ou d'être co-auteur d'un truc. Mais bon, tout ça est tellement chronophage, long, flou, de temps de lecture, de prod, d'aller-retour que j'en parle pas spécialement parce que rien n'est sûr. Mais j'aimerais bien qu'il y ait des choses qui se fassent, quoi, pour diversifier un peu, voilà. Ok, pour pas rester que dans le stand-up, c'est important pour toi? Bah, en fait, moi, ce qui est important pour moi, c'est l'écriture. Sous toutes les formes qu'elle peut avoir. Alors, j'adore le stand-up, mais si un jour je peux écrire plein d'autres trucs, ouais, j'aimerais bien. Ok. Ouais, c'est marrant parce que tu dis on a tous une série et tout. Moi, j'ai pas l'impression que je vais écrire autre chose dans ma vie que du stand-up. Ah ouais? Je serais déjà très content si j'arrivais à écrire Ouais. du stand-up, Oui, tu oui, vois, je comprends. avoir des spectacles et Ouais, tout ouais, je ça. comprends. Donc, ouais, c'est marrant. Et bah justement, moi, je vais jouer en février pour la première fois mon premier spectacle. Ouais, une heure entière. 1 heure entière pour la première fois, le 20 février au Réservoir à 20h. Ok. Est-ce que tu as des conseils pour quelqu'un qui ferait son premier spectacle? Maintenant que tu es déjà au deuxième, tu as de l'expérience. Des trucs à ne pas faire, des trucs que toi tu te dis, ah si je pouvais... De manière générale, sur un premier spectacle ou pour Ouais. vraiment cette première fois où tu vas jouer 1 heure? Les deux. Moi, ce qui m'avait choqué la première fois que j'ai joué 1 heure entière, Mhm. donc à la petite loge, en 2018, peut-être 2019, c'est à quel point c'est passé vite. Ok. Parce que tu dis, waouh, 1 heure, t'es habitué à faire des 10, des 15, des 30. Tu te dis, putain, 1 heure, c'est long. Et en fait, ça passe, mais comme ça. Ça passe très vite, si bien qu'en sortant, t'es là, mais attends, j'ai oublié 4 pages, quoi. Mhm. Enfin, j'ai oublié 20 minutes. Et t'es là, non, t'as joué 1h10. Donc ça, vas-y sans crainte, parce que quoi qu'il arrive, ça va passer vite. Et puis après, moi, c'est plus des petits mantras que j'ai quand je suis très stressée en me disant, mais tu sais, mis tout bout à bout, au final, c'est qu'1 heure de ta vie. Mhm. Donc à l'échelle d'une existence, c'est vraiment un truc. En fait, ça, ce truc qui te semble insurmontable et fou et stressant et dingue, tu vois, quand tu le remets dans la grande image, c'est vraiment très, 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 très anecdotique, quoi. C'est que tu sauras même plus. C'est que dans 5 ans, même pas dans 5 ans, dans 2 ans, tu sauras même plus dire exactement quel jour c'était, quelle heure il était. Donc Oui. en fait, tout va bien. Bah, d'ailleurs, tu le dis, ton spectacle, tu l'as joué 300 fois, tu ne Voilà. saurais pas refaire. Exactement. Donc, faut vraiment remettre ça, je pense, en perspective et puis pour vraiment prendre un pas de recul et se dire, attends, au final, on fait que des blagues. Il y a pas de. Ouais, c'est un peu facile. On dit ça, oui, on n'opère pas des enfants et tout. Bah oui, mais c'est vrai. Tu vois, enfin, je veux dire, il y aura pas un enfant mort sur la table. Espérons. Ouais, l'image très glauque. Si tu rates une blague, donc tout va bien. Et le truc aussi qu'on dit avec Fanny dans l'épisode d'avant, de 4e épisode des gens qui doutent, pardon. Pff, on a fait tellement. En fait, c'est un truc qu'on savait, on se l'est redit et ça m'a aidé à m'en rappeler et ça m'aide quotidiennement. Quand je suis stressée, c'est que t'es qu'1 heure dans la vie des gens. Toi, ton spectacle, c'est tout, c'est le truc sur lequel tu bosses depuis des années où t'es ultra stressé, faut que ça se passe bien. Mais les gens qui viennent, en fait, s'ils passent un bon moment, bah ils passent un bon moment. S'ils ont passé un mauvais moment, vraiment, demain, ils en parleront plus, quoi. Ils vont pas arriver au bureau en disant, ouais, t'as vu le spectacle de Régis ou le spectacle de Morgane, à quel point c'était de la merde. Ah, c'était pas bien, on a pas aimé. T'es vraiment 1 heure dans l'existence des gens. C'est vraiment pas grand-chose. Après, de manière plus technique. Je t'ai dit, hein, moi je parle trop vite, donc respire. Et un jour, quelqu'un m'a dit, un autre stand-upper de talent, m'a dit que le public, c'est comme un animal sauvage et que si t'es stressé, il le sent. Mhm. Et en fait, et mon metteur en scène aussi d'avant me disait, mais c'est toi le maître du temps. T'arrives et t'imposes ton rythme. Si t'arrives et que t'es à l'aise, les gens, ils vont être à l'aise avec toi. Mhm. Mais si ça se voit que tu t'excuses d'être là dans ton attitude, que t'es pas à l'aise, que t'as peur et tout, tu vas les freeze en même temps que toi. Et ça, c'est hyper difficile à rattraper. Donc, en fait, je sais pas, peut-être qu'il faut pas hésiter à faire semblant. Peut-être qu'en fait, au lieu d'apprendre bien nos textes, d'être très concentré sur nos blagues et tout, peut-être qu'on devrait jouer notre partition de comédien Mhm. à faire les gens à l'aise d'être là. Ouais, Qui jouent pas leur vie, qui sont là. Parce que tu vois, Roman, Mhm. quand tu le vois affalé sur son micro, avec le coude comme ça, avec sa mâchoire au ras du sol, mais comme si vraiment il était dans son salon, en fait, tout de suite, toi, t'as les épaules qui se détendent un peu, tu t'enfonces un peu plus dans ton siège,
parce que tout de suite ça te donne un peu une impression on est entre potes, quoi. Ouais, c'est un bon conseil. Mais même, c'est un truc que moi je dis aux gens qui font leur première scène ou quoi, c'est s'il y a une vanne qui fonctionne pas, il y a que toi qui le sais. Exactement. Si tu l'as fait correctement, on n'a pas entendu qu'il y avait eu un blanc. Non, c'est clair, exactement. Donc tout et puis tout va bien, quoi. Se détendre. Tu as bien cerné, c'est un mais conseil tu vas voir, qui va c'est m'être trop utile. bien. Ah, mais j'ai hâte. En vrai, j'ai vraiment hâte. En plus, j'adore l'endroit où je le fais. C'est un endroit où j'anime tous les mardis. Du coup, je m'y sens bien. Oui, c'est chez toi. Je suis déjà content d'y Mais être. c'est chez toi, mais c'est ça qu'il faut que tu montres aux gens, c'est chez toi. Et puis tu vas voir, tu vas avoir envie de crever. Et à la première vanne qui marche, bam, c'est bon, ça s'envole, c'est bien. Ça marche, merci. Maintenant qu'on est revenu sur ton actualité dans le podcast, moi j'aime remonter le temps. J'ai mis une petite mise en situation, je sais même pas si c'est nécessaire, si on en a en parlé, mais je me suis dit, comme ça c'est peut-être plus clair pour les gens. Donc tes grands-parents du côté de ton père sont martiniquais, puis sont venus en France et ont eu ton père avant de partir vivre en Guadeloupe. Ta mère elle est française, et donc tes parents se sont rencontrés en France avant de se séparer, et toi tu es né le 2 décembre 1990, Exactement. 1990, et tu as vécu avec ta mère près de 3. Ouais. C'est ça. Waouh. Et ce que j'aimerais savoir. Terrifiant. Mais flatteur. Et tu n'as encore rien vu. Ce que j'aimerais savoir, c'est la question que je pose à chaque épisode, c'est est-ce que enfant, tu étais déjà quelqu'un de drôle? Non. Non. J'avais de la répartie, je pense, mais j'étais pas quelqu'un de drôle. J'étais pas un enfant sinistre, mais pas loin. Okay. Non, j'étais un enfant assez mutique qui parlait pas trop. J'avais des vrais problèmes de peur. Okay. J'avais peur de dormir seule, j'avais peur de... La nuit qui tombait me filait des angoisses abyssales. Alors, en Guadeloupe, avec les bruits et les trucs, je t'en parle même pas. Okay. C'était affreux. J'étais très angoissée, j'étais très anxieuse. J'avais beaucoup de mal à rester seule. Okay. Puis à la fois, quand j'étais avec les adultes, je parlais pas, j'observais beaucoup, mais non, j'étais pas très fun. J'étais en tant qu'enfant. Après, pré-ado, ça s'est débloqué. Mais en tant qu'enfant, entre 5 et 10 ans, je pense que j'étais très différente aussi quand j'étais chez mon père de quand j'étais chez ma mère. Donc que les deux pourraient te dire un truc assez différent. Mais après, l'insolence, la répartie, le cynisme sont venus assez rapidement, quoi. Mais donc c'est drôle, d'une certaine manière. Oui. Mais pour un enfant, t'es là, oula, ça va. C'est pas la joie de vivre, mais c'est drôle. Ouais. D'où, dans une chronique, que tu dis que tu es Jean-Pierre Bacry avec des couettes quand t'étais enfant. Exactement. Ça marche. Et est-ce que tes parents, eux, sont des gens drôles? Faut que je fasse attention à qui écoute quoi. Oui, ma mère, c'est rigolote. Ma mère, c'est école... comment il s'appelle ma mère, elle est très politisée et tout, tu vois, donc elle aimait beaucoup De Vos, machin, Coluche, tous ces gens-là, et puis là, maintenant, c'est un peu l'école Stéphane de Groot, quoi. C'est l'amour du jeu, ancienne prof de français, c'est vraiment, on vit pour l'amour du jeu de mots, quoi. Pas toujours le bon, mais tant qu'il y a jeu de mots, on y va, quoi. Et mon père était quelqu'un de très drôle, de très... après, ses potes me disent tout le temps qu'on a le même humour et tout. Bon, après, moi, je me rends pas compte, forcément, mais il était assez fin. Enfin, c'était un humour un peu plus élégant, un peu plus subtil. Il y avait quand même un peu de cynisme, un peu sarcastique, un peu pince sans rire, humour anglais, des trucs comme ça, quoi. Donc, je sais pas si on a le même humour, mais en tout cas, on riait vraiment des mêmes choses, quoi. Et est-ce que tes frères et sœurs sont des gens drôles? Ils sont hilarants. Ma sœur, je pense qu'on a le même humour, en vrai. Elle a de la répartie, c'est affligeant. Et mon frère, il est... Je crois que mon frère, le truc que je lui dis le plus, c'était con. Mais tu sais, de manière, c'est un compliment, j'aime bien. Oh, c'est stupide, quoi, il est... Puis mon frère, il a un humour même physique, tu vois, il va se tordre, il va faire des personnages, il va faire des grimaces, il va faire un espèce de bossu du Moyen-Âge et tout. Ce que je fais aussi, mais plus dans l'intimité. Voilà, ouais, ils sont très très drôles. Et est-ce que vous alliez voir des spectacles, vous regardiez beaucoup d'humoristes à la télévision, de la comédie ou pas? Alors moi, j'ai grandi avec ma mère, donc non, du côté de mon père, avec mon frère et ma sœur, donc qui sont les enfants de mon père. Pas du tout. Pas du tout. On regardait des comédies, mais bon, il y en a pas une qui revenait à chaque fois. Et avec ma mère, oui, on regardait les spectacles de Forestic, on guettait et tout, mais on se rendait pas en salle. On consommait quand même pas mal de télévision. Donc on regardait, après moi j'ai vu tous les Père Noël est une ordure, les bronzés, les dîners de cons, machin. J'ai beaucoup grandi avec ça, mais je pense que c'est parce que c'est ça qui passait le dimanche soir et le mardi soir à la télé, quoi. Mais non, on consommait pas tant de spectacles. Et moi, j'ai même consommé du stand-up très tard. C'est à quel moment tu as commencé à consommer du stand-up? Quand j'ai commencé à faire du stand-up. Et tu as dit dans le podcast de Fanny, donc les gens qui doutent, que tu étais une enfant de la radio, que France Inter était toujours en fond. Ouais.
Est-ce que tu te disais, à ce moment-là, quand tu l'entendais, moi, je vais passer un jour à la radio ou pas du tout? Non, c'était pas hyper accessible, quoi. Enfin, c'était pas un truc. Je connaissais personne qui y travaillait. Puis c'était l'autre monde, c'était le monde dans la boîte, quoi. Ouais. Donc c'était pas nous. Non pas qu'on ait été, on n'était pas du tout une famille hyper modeste ou là là, non, c'est inaccessible, on pourra jamais aller à la capitale. Enfin moi, tu vois, mon père, il était à Versailles, il était pilote de ligne, ça va, tu vois. Mais non, c'était pas notre monde. Puis en fait, je voulais faire de la publicité, moi, donc j'avais même pas tant ce rêve au début de faire de la radio. Okay. C'est venu plus tard. Et est-ce qu'à l'adolescence, t'as fait genre du théâtre, de l'improvisation? Pas du tout. Pas du tout. Que dalle. Même pas un petit attrait pour la scène, de te Non. dire ah, ça a l'air cool ou Non, mais parce que moi où j'ai grandi, il n'y avait pas. Alors j'ai grandi vers 3 à côté de ma mère, il n'y avait même pas de prof d'espagnol, c'est pour ça que j'ai fait allemand. Donc pour te dire que l'option théâtre, c'était pas la priorité. Bah en fait non, il n'y avait pas. S'il y avait eu un atelier, un truc où que j'avais eu connaissance ou qu'on m'avait poussé, j'y serais sûrement allée avec plaisir, honnêtement, ado. Mais j'avais des préoccupations qui ressemblaient quand même beaucoup à des garçons et à fumer des clopes et à aller sortir. Donc ouais, non, on m'a pas poussé, mais je crois que ça n'existait même pas. Et à 17 ans, tu prends un appartement seul à Paris, ce qui moi me dépasse parce qu'à 28 ans, j'ai écrit ça il y a 3 ans, faut que j'adapte, à 31 ans, vivre à Paris m'angoisse encore énormément. Je comprends. Pourquoi ce choix de vivre seul à Paris parce que je voulais me rapprocher de mon père, de mon frère, de la famille de mon père qui était à Versailles du coup, et que parce que je voulais faire des études, de pub. Alors je crois que mon BTS il était Paris, Reims, Marseille et tout, mais alors Reims, j'en avais un peu rien à foutre. On embrasse les gens de Reims. Puis Paris, parce que en fait Paris pour moi c'était quand même synonyme de la vie qui commence, quoi. En fait j'avais conscience quand j'ai grandi à côté de Troyes que j'ai bien aimé, j'ai détesté le collège, j'ai bien aimé la période du lycée, tu vois, j'aimais bien mes profs, j'aimais bien être étudiante, moi j'aimais bien l'école. J'avais des copines, pas énormément, j'avais une amie avec qui on était assez exclusive et tout, tu vois, mais j'avais tout ce temps-là quand même une espèce de conscience inconsciente que ma vie c'était pas là et que ça n'avait pas démarré encore, que c'était que mes plus belles années étaient devant et que donc je me sentais un peu dans l'antichambre d'un truc qui allait se passer et ça allait démarrer à Paris. Et je savais que mes vrais amis seraient, que ma bande j'allais la trouver à Paris, que voilà, donc j'étais un peu en échauffement. Mais c'était marrant d'avoir conscience de l'être. Donc en fait la question s'est pas trop posée, c'était Paris parce que de toute façon c'était le plan. C'est marrant d'avoir cette conscience et de te dire je suis dans la salle d'attente de ce qui va se passer après. Il y avait une espèce de dalle, mais c'était même pas une dalle, c'était même pas un truc de surambition, c'était en fait c'est comme ça parce que voilà, c'est là-bas. Mais je crois que c'est encore peut-être un truc encore plus centralisé en France que tout est à Paris, quoi. Tout à fait, ouais. Après, c'est un peu la même chose. Ouais. Je dis ça et je me dis, en même temps, j'habite à Mons et je vais à Bruxelles tout le temps parce que j'habite trop loin. J'étais dans un village sans permis de... Je me suis beaucoup ennuyée et je crois que c'est le truc dont j'ai le plus souffert. Enfant et adolescente, donc fille unique du côté de ma mère, c'était l'ennui, quoi. Donc fallait que j'aille là où il y a le plus de lumière, de bruit, de trafic, de gens possible, quoi. Du coup, Paris, un peu parfait pour ça. Ensuite, tu fais des études de publicité dont tu parlais tout à l'heure, et puis des stages de fin d'études dans des grosses boîtes de pub pour être rédac. Ouais. Qu'est-ce qui t'avait attiré dans ces études-là, et qu'est-ce que ça t'a apporté de faire ces études-là? Le sens de ça, ce qui m'a attiré, c'est le sens du trouver des concepts, sortir de terre des trucs, des concepts et des formules qui n'existent pas. J'aimais bien que ce soit pour vendre des trucs. En fait, j'aimais bien le défi que ce soit pour vendre des trucs, donc moi j'ai rien à foutre. Mais de dire, j'ai trouvé ma meilleure phrase, mon meilleur slogan, ma meilleure formule pour vendre une bagnole que j'aurais jamais envie de m'acheter. Mais j'aimais bien ce défi-là. Donc ce qui m'a attiré, c'est les mots, le sens des mots, le concept, l'idée originale, la formule. Et le seul truc que ça m'a laissé, c'est ça, c'est la formule. C'est la punchline, le concept. Et en fait, en stand-up, t'appelles ça des angles. Mais c'est un peu la même chose. Donc tu te dis que ça a vraiment été utile et ça se ressent encore maintenant, quoi. Je sais pas si je suis allée vers ça parce que j'avais déjà ça en facilité ou si c'est ça qui a creusé parce qu'au final j'en ai pas fait si longtemps, mais en tout cas c'est le seul dénominateur commun entre ce que je faisais avant et ce que je fais maintenant. Donc c'est forcément pas un hasard. Ok. Et pourquoi t'as pas continué là-dedans? Je sais pas. Je saurais même pas te dire la reconversion comment elle s'est faite. Enfin si, je saurais te dire, mais j'avais pas assez la dalle. Et en fait, c'est un truc, on était tous stagiaires. Tu vois, il y avait 2 CDI pour 10 personnes. Fallait, tu vois, avoir un peu les dents qui rayent, un peu avoir les crocs et tout. Et ça, c'est pas un truc qui me fait peur, la compète. Tu vois, je peux la mener. Mais
je sentais que je prenais pas d'élan parce que j'avais pas envie de mettre mon énergie là-dedans, quoi. Bon, du coup, après, je dis ça maintenant, mais sur le coup, c'est hyper dur à vivre parce que ça donne un espèce de truc un peu, t'es très neurasthénique, du coup, bah, tu te prends un peu pour un flemmard, quoi. Tu te dis, bah, ouais, peut-être que juste, j'aime pas travailler. Et en fait, c'est juste que c'était pas le bon truc. Voilà. Et ensuite, tu as fait des études de théâtre au Conservatoire de Versailles, mais tu as aussi dit dans le podcast un bon moment que tu levais très souvent les yeux au ciel parce que tu te sentais pas toujours à ta place. Non. Pourquoi ? Qu'est-ce qui faisait que tu n'étais pas à ta place ? Bah parce que alors c'était à Versailles déjà et c'est très théâtre subventionné. Tu sais, j'avais l'impression d'être dans une parodie. J'avais l'impression d'être dans un sketch de Cadet Olivier sur les cours de théâtre. Alors t'es là pieds nus en espèce de caleçon à faire des cris d'animaux et à marcher dans l'espace pendant des heures en groupe en ressentant le silence et d'un coup le prof siffle et tu dois faire un bruit de chat. Enfin, il y avait quand même des trucs où j'étais là, mais je sais pas, il y avait mis un côté branlette intellectuelle, mais qui me frustrait énormément parce que, je trouvais parfois, bah, effectivement, que ça se branlait un peu. Mais il y avait quand même cette espèce de inconsciente frustration de, mais en fait, c'est peut-être que je sais pas que c'est parce que je suis pas assez intelligente, ou que je suis pas assez fine, ou que je comprends pas, ou j'ai pas cette sensibilité-là. Donc, en fait, voir des élèves, et puis moi, j'étais plus vieille que tout le monde. Chez le conservatoire, tu peux passer les concours jusqu'à 25 ans. Et moi, je suis arrivée à border 25 ans. Donc les autres avaient 18-19. Et 50 différences à cet âge-là, c'est énorme. Tu vois, moi j'habitais avec mon mec à l'époque et tout, et eux ils étaient très ados, enfin très jeunes. Donc déjà ça me saoulait un peu. Bon, après c'est vraiment devenu des potes et j'en ai gardé certains, donc tout va bien, mais au début c'était dur. Et j'étais là, mais attends, ils sont plus jeunes que moi. Et vraiment, ça vous passionne, là, le soulier de satin de Claudel, là. On va faire comme si, là, ce passage, et vous allez passer 4 heures à débattre de cet alexandrin, mais et j'ai l'impression que tout le monde faisait semblant d'être passionné par ça. Alors que non. Non. Mais sauf que moi, en fait, comme je t'ai dit, ok, je viens de la pub, j'arrive là, putain, je crois que c'est pas encore le bon endroit. T'es là, mais en fait, il y avait quand même un truc de, mais c'est peut-être nulle part le bon endroit, vu qu'à chaque fois, je me sens un petit peu sur le teco et déconnecté de la passion des autres. Bah, c'est peut-être juste que j'en ai pas. Donc, je devais dealer un peu avec tout ça, bah, sans me rendre compte que c'était tout ça, parce que tu te rends jamais compte sur le coup quel est le problème. Là, je te dis ça, il y a 10 ans de recul. Mais sur le coup, j'étais juste un peu ronchon. Mais alors, ces études, j'ai entendu que ça t'a apporté quelques techniques de respiration, d'articulation, gestion du stress, ce genre de choses. Mais ça t'a aussi éveillé ta curiosité et étendu ta culture. Est-ce que tu penses que si c'était à refaire, tu te réinscrirais ? De ouf. Okay. Ah ouais, de ouf. Non, mais parce que c'était bien, quoi. Ça creuse un esprit critique, parce qu'on allait voir des pièces à Paris dans des théâtres où je n'aurais jamais mis un pied seul. Ça m'a appris... Alors, je dis pas que maintenant, je gère ma respiration, ma diction, mais j'ai vraiment j'avais besoin de prendre conscience de l'importance de tout ça, de ce qu'était de jouer naturellement, de ne pas jouer, de ce qu'était d'être à l'écoute de l'autre. Parce que vraiment, 50% de ton jeu, c'est quand t'es inactif aussi, quoi. Que tu te désactives pas complètement. T'es là, t'es en écoute active. Donc ouais, j'ai appris tout ça. Puis après, j'ai vraiment... Alors là, attention, ça va faire ultra prétentieux, la grande librairie. Mais j'ai aussi découvert des textes qui ont changé ma vie, quoi. Okay. Ouais, vraiment des trucs, des pièces de théâtre qui m'ont donné envie d'écrire. Alors oui, j'écris des blagues, mais où tu te dis... Waouh, tu peux coucher des mots noir sur blanc et faire ressentir ça à des gens, c'est fou, quoi. Est-ce que tu as une pièce de théâtre en particulier qui t'a éveillé ça ? Ouais, l'incendie de Wajdi Mouawad, c'est fou. Après, j'ai découvert vraiment donc les Alexandrins, m'aider. Mais tu sais, ça m'a même aidé dans mes relations amoureuses, quoi. Non, mais tu vois, quand tu lis des trucs des grandes déclarations chez Shakespeare, chez Corneille, Racine et tout, tu te dis mais putain, on n'a rien inventé, quoi. Enfin, je veux dire, les trucs de fuis-moi, je te suis, c'est quand même depuis l'an 0 et tu sais, des espèces de trucs hyper beaux, des grandes envolées lyriques comme ça, très romantiques, très très romanesques et tout. C'est, je sais pas, qui m'ont fait du bien à un moment. C'est de la beauté pure, quoi, qui mettent un peu de la beauté dans le monde. Donc toi, parfois, tu te prends la tête sur un truc parce que tu reçois pas ta gazinière de chez Darty. Machin, avec le livreur, il te fait chier, que machin, et que là, c'est l'hiver, et que tu te prends la tête, machin. Et puis t'es là, mais le beau, quoi. Ça fait un peu l'effet d'être dans un musée tous les jours. Les cours avaient lieu au Théâtre Montansier, qui est un théâtre à l'italienne sublime, qui est collé au château de Versailles et au bassin de Neptune. Donc, t'as quand même un truc de beau. Ça remet du beau dans le quotidien. Tu sais, je pense que c'est... Et puis, on s'en rend plus compte quand on habite à Paris, mais on a la chance de baigner là-dedans aussi. Je pense que les gens qui habitent à Rome pourraient te dire ça. T'es là, mais tous les matins, je passe devant le Colisée. T'es quand même, en fait,
bah, t'as plus conscience de la grandeur du monde, depuis combien de temps dure l'humanité et je sais pas, de faire partie d'un truc un petit peu général qui te déconnecte un peu de tes petits problèmes de là aujourd'hui, quoi. Je sais pas si c'est clair, je crois pas. Mais Si. Moi, franchement, si. Je pense que c'est clair. En tout cas, moi, je trouve ça clair. Les auditeurs vous diraient en commentaire. Nous, si On n'a c'est rien clair, compris. ou si on vous a perdu. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu as gardé de t'intéresser à d'autres choses, d'aller voir du théâtre Ouais, parce que moi, c'est quelque chose que j'ai du mal à faire parce qu'en plus, avec le podcast, je suis vraiment centré stand-up et j'ai du mal à m'ouvrir à autre chose, quoi. Tous les ans, je vais au Festival d'Avignon, donc ça me permet aussi et je mets un point d'honneur à avoir le moins de stand-up possible là-bas. Parce que j'ai besoin de voir du théâtre et autre chose. Et puis d'aller écouter des textes qui sont pas écrits par des gens vivants. Mais oui, je vais beaucoup au cinéma, je lis beaucoup de romans. Voilà, pour sortir justement un peu de l'écriture stand-up, quoi. Puis parce que j'aime ça aussi, hein, tu vois, je me force pas, c'est vraiment ce qui m'intéresse plus. C'est ma manière de compartimenter le travail et le reste. Ensuite, tu as fait plein de petits boulots, tu as fait de la manutention, Ouais. tu as bossé dans une boulangerie, Ouais. dans des boutiques, Ouais. tu as vendu des choux à la crème. En parallèle, tu passais pas mal de castings. Comment ça se passait? Comment tu as vécu cette période du début des castings? Pas hyper et tout bien. ça Enfin, pas hyper bien. Bah, c'est que j'ai même pas passé des castings avec beaucoup de textes, quoi. C'est vraiment l'étape 0-1 du casting. Donc, on te prend en photo, t'as une phrase à dire. Donc, tu te sens vraiment comme un grain de sable parmi 1000 grains de sable qui te ressemblent. Et puis, t'es même pas le plus beau, quoi. Donc, en fait, c'est assez frustrant. C'est assez. Si t'as un peu de complexe physique ou quoi, bah, comme t'en as, je pense, quand t'es une femme entre 20 et 30 ans. Même entre 20 et la mort, même entre tout le temps. Je pense même quand t'es une personne. Oui, voilà, quand t'es une personne, Pour le bien coup, sûr. c'est parce que je me reconnais tellement. Évidemment. Non, évidemment, mais non, je disais bêtement un peu quand t'es une femme, parce que en plus, les castings, je pense à l'époque encore plus, tu ne ressens jamais plus que dans un autre endroit les dictats de la beauté, de la minceur, de ce que c'est le standard de beauté de cette époque-là. C'était plus dans ce sens-là. Mais oui, quand t'es un homme aussi. Donc voilà, non, c'était pas ouf. Après, c'était pas horrible, mais bon, c'était pas... Pas la période la plus Non. fun. Ok. T'as aussi été hôtesse d'accueil chez Radio France. Ouais. Et là, je sais pas exactement à quel Le moment. vestiaire. Mais c'était à quel moment exactement? Parce que C'était j'ai l'info, mais 2015-2016. c'est pour ton Wikipédia, c'est très important. C'est vrai. On est dans le détail. Bah, tu la mettras à jour. Merci. Après, j'ai entendu qu'à la base, tu t'étais dit, je vais tenter le stand-up, car c'est peut-être une bonne porte d'entrée Ouais. pour le cinéma. Tu dis même limite, je vais me forcer, faire un spectacle, me faire connaître, mais il n'y a aucun kiff. Puis j'ai essayé Ouais. et je me suis fait piéger. Immédiatement. Est-ce que tu peux expliquer un peu comment tu t'es fait piéger? Qu'est-ce que tu as ressenti? J'ai ressenti le bon endroit de ma vie que j'avais pas eu dans la pub, que j'avais pas eu dans le théâtre, que j'avais pas eu dans tous les petits boulots, que j'avais pas eu en essayant plein de trucs. Je me suis dit ah merde, c'est ça. Tu sais, genre c'est naturel, je le fais sans me forcer. Bon, la première scène était atroce, hein, c'était pas bien, c'était pas drôle, mais c'était pas ridicule, c'était pas complètement pas naturel, quoi. Et tu l'as ressenti genre vraiment sur scène quand tu es en train de parler ou c'est Non, après dès que j'ai écrit. Dès que j'ai essayé d'écrire des trucs drôles, je me suis dit, bah oui, voilà. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est fini la salle d'attente. C'est ça. Ouais, Ah, trop bien. c'est ça. C'est comme, tu sais, quand tu rencontres quelqu'un et tu dis, ah merde, c'est toi. Qui coche aucune case de aucun truc sur lequel tu avais projeté l'amour, tu vois. Et t'es là, ah bon, et bah, enchanté. Ok, ouais. C'est un truc que tu sais pas trop expliquer. Et t'as bien conscience de toute la galère que ça va être. mais t'es là, bah, en fait, c'est ça. Donc je vais faire ça maintenant. C'est moi, c'est ce que je suis. Salut, je fais du stand-up. Ouais. Moi, j'ai des fois ça, parce que tu dis à quelqu'un quand tu le rencontres, mais moi, j'ai des fois ça avec ma copine, où je me dis, putain, c'est elle, hein. Elle a rien fait. Elle m'a dit, mais pourquoi tu me dis ça? J'ai rien fait de spécial, mais je sais pas. Là, à ce moment. Bah déjà, t'es là et ça me dérange pas, c'est super. Non, mais c'est fou déjà. La barre est pas très haute. Ouais, bah oui, bah attends, mais attends, si tu rigoles, c'est énorme. T'es à l'autre bout de ce canapé, j'ai pas envie que tu sois ailleurs, c'est waouh. Ouais. Alors que tu n'es même pas obligé de faire quelque chose avec. Non, hein. non, bah non, le mieux c'est quand tu fais rien. Du coup, j'ai envie que tu me racontes cette toute première scène, la toute première fois que tu montes sur scène. Je pense que c'est début 2018. Ouais. Qu'est-ce que tu avais écrit? Comment tu te sentais avant? Comment tu te sentais après? Pendant? C'était la scène ouverte, c'est Louis Dubourg qui m'avait inscrit, qui faisait les scènes ouvertes du Café Oscar à l'époque. J'ai su 3-4 mois avant, parce qu'il y avait l'été entre les deux, je crois, hein, de mémoire, que j'allais le faire. Bah, j'ai eu envie de crever pendant 2 mois, parce que t'as cette espèce d'immense montée de stress qui arrive
que tu vois au loin, c'est horrible. Et j'avais déjà écrit des trucs qui sont un peu restés, bon, bien sûr, hein, sous une autre forme dans le premier spectacle, où à un moment, je parle des soirées. Heure blanche, heure noire, tout ça. Et bah, c'était l'heure blanche. Je parlais je décrivais un peu ce que c'était une soirée appart de 25 trentenaires, quoi. Voilà, et c'était mon premier truc. Et comment ça s'est passé? Bah, bien, parce qu'à l'époque, les scènes ouvertes, tu devais amener 12 personnes pour, pour remplir la salle. Donc forcément, t'as tes 12 potes qui rigolent dès que tu dis bonjour. Moi, j'aurais pu faire une scène ouverte et c'est tout. Parce que j'ai T'as 12 potes, c'est non, l'entièreté. mais j'ai amené 3. Non, mais 12, j'exagère. J'avais amené 3 personnes. Mais non, ça va. Et puis en plus, j'avais gagné parce que c'était ces espèces à l'époque de système horrible où tu gagnes les scènes ouvertes à l'applaudimètre. Enfin, le truc pas du tout en accord avec la philosophie même du stand-up, je pense. Et pas du tout en accord avec rien. Bon, je crois que ça existe plus trop nulle part. J'espère. Arrêtez ça sinon. Arrêtez ça immédiatement. Bah, j'ai un blackout, hein, je sais plus. Hein, je sais que ça a un peu ri. Je sais que je revois, j'avais la jambe qui tremble et pendant que je parlais, je me disais, mais putain, faut calmer ce genou parce que je pense qu'on voit que ça. Mais tu sais, limite en mode Elvis, quoi. Oui. Je t'appelle seul et tout. Ah, c'est cool, tu viens de me faire un flash de me dire, hey, ça fait longtemps que ma jambe a pu trembler comme ça. Oui, ça va. Et pendant longtemps, j'avais ça. Et ça va se voir. Et là, tu viens de me le dire et j'ai fait, mais ça fait un moment que ma jambe, elle n'a pas tremblé. Ah, c'est marrant. Ouais, pour ça que je portais des pantalons larges. Je te jure. Ok, bon conseil pour ceux qui commencent, pantalon large. Ouais, faites attention parce qu'après les matières fluides, ça se voit plus que ça tremble, ça fait une espèce de vague sur le tissu, c'est bizarre. Non, j'ai fait un blackout. Non, je me souviens vraiment de la sensation en sortant super, je l'ai fait. Mais moi, c'est encore ce que j'adore dans les spectacles, c'est l'après. Parce que c'est un soulagement que t'as tellement pas ailleurs. C'est tellement stressant que je sais pas, t'as toujours un peu l'impression d'avoir échappé à la mort, donc ça te refout un shot de vie, mais je crois que tout ça n'est qu'hormonal. c'est que tu t'envoies un grand shot de stress et puis après t'as la dopamine de quand tu joues et puis après t'as la sérotonine du soulagement, comme après le sport, et c'est pour ça qu'après quand on n'a pas de spectacle, on a un peu genre ah. Mais clairement, ouais, je vois bien. Bah, j'avais ça hier, c'est exactement ça. T'es stressé, puis ça se passe bien, t'es trop content, t'es dans l'adrénaline, puis tu rentres chez toi. Ouais, mais c'est pour ça qu'on est crevé tout le temps. T'es là, mais en fait, ce qu'on fait supporter à nos corps, c'est fou, en vrai. Et comment ça s'est enchaîné après cette première scène dans le monde du stand-up parisien que tu découvrais du coup? Après, comme tout le monde, j'ai fait 3 scènes en un an parce que le temps que t'arrives à avoir des créneaux sur des comédie clubs, il y en avait beaucoup moins à l'époque. Hein. Il y avait beaucoup moins. Il y avait le Paname, il y avait le Café Oscar. Il y avait le One More Joke, mais moi, j'avais pas encore le niveau pour y jouer, parce que c'était le tout début. Et après, il y avait quelques scènes dans les bars comme ça, les dimanches marrants et tout, mais tu vois, il y en avait pas beaucoup. Il y en avait, c'était un seul créneau. Donc, c'était vraiment les plus gros artistes, enfin, les stand-uppers plus expérimentés. Donc, j'en ai fait très peu au début. Et puis, bon, après, tu t'améliores. Et puis, j'ai beaucoup joué au Paname après le Covid. Avant le Covid, pardon, jusqu'à 2020. Et puis après, il y a eu Inter assez rapidement, en fait. Août 2020, enfin septembre 2020, donc ouais, et puis là j'ai lâché mon boulot alimentaire que j'avais avant, donc non, ça s'est assez enchaîné, j'ai de la chance. Mais à ce moment-là, tu t'y connais pas trop en stand-up, tu l'as dit, ça a jamais fait partie spécialement de ta vie. T'as demandé à un ami, un stand-up geek, un Régis de Paris, qu'est-ce que je dois absolument voir, c'est ça que tu lui as demandé, et parmi les trucs que tu as découvert, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Est-ce qu'il y a des trucs que t'as pas compris? Pourquoi on te recommandait ça? Est-ce qu'il y a des trucs que tu t'es dit c'est incroyable, c'est parfait? Il y a des trucs où j'ai dû re-regarder pour capter. Alors moi déjà je trouve que le stand-up ça se regarde pas. C'est jamais pareil qu'en salle. Moi les captas de stand-up, même les gros trucs américains, j'ai pas la capacité de concentration, j'ai du mal à rester devant. Alors moi je trouve que c'est moins bien que le voir en vrai. Il y a rien qui égale ça. Mais je suis un énorme fan de capta. Je m'en regarde très très souvent. J'adorerais réussir, tu vois. Mais non, mais je suis pas Bill Burr, je suis passé à côté, quoi. Et je veux dire, même Louis C.K., au début, je regardais, j'étais là, ouais. Alors, parce qu'en plus, je suis pas la plus bilingue. Donc, tu vois, au début, bon, tu regardes un truc, c'est sous-titré. Et puis après, le meilleur conseil qu'on m'a donné, c'est mets les sous-titres en anglais. Parce que du coup, tu passes pas à côté des vannes, t'as les angles, t'as les jeux de mots, t'as les subtilités, tu vois, ça se perd beaucoup. Donc il y a eu tout ça, mais tout le stand-up américain, je suis un peu passée à côté, quoi. Et puis après, j'ai re-regardé. Mais comme d'autres, plein de trucs, tu vois, moi, Kaamelott, quand ça passait sur M6, quand j'étais jeune, je comprenais pas l'engouement. Et il a fallu que j'ai 50 plus pour me dire, mais putain, c'est brillant, quoi. C'est le meilleur truc qui a été écrit en France. Et il y a plein de trucs à côté desquels on passe, tu vois. Mais est-ce qu'il y a un truc avec lequel tu as vraiment accroché, français,
Anglophone. Tout, Ricky Gervais, Louis C.K. J'ai vraiment beaucoup aimé Daniel Sloss. J'aime beaucoup Taylor Tomlinson. Oui, j'ai vu tous les Sarah Silverman. Ouais, après, ça y est, je suis rentrée dedans. Mais c'était long. En juin 2018-2019, je pense. Oui, parce que tu as commencé début août, donc j'ai fait une faute de frappe. Tu fais tes premiers 30-30 avec Rosa Bernstein, puis avec Julie Doucet. En octobre 2018, tu annonces le début de ton spectacle Confession Nocturne, tous les vendredis à 21h30 à la Petite Loge, qui est un théâtre de 22 places. Tout d'abord, pourquoi ce titre et pourquoi tu l'as pas gardé au final? Pourquoi ce titre ? Parce que Diam Sevita, comme au début, le premier spectacle, il parlait beaucoup de soirées, de trentenaires et tout. Donc t'avais toujours ce truc un peu karaoké qui revenait. Et je l'ai pas gardé parce qu'à un moment, j'ai suivi la mode qui voulait que tout le monde enlève le titre de son spectacle. Puis que je trouvais un peu ringard, j'en avais un peu marre de cette ref à Diam Sevita. Il y avait beaucoup de soirées à l'époque de revival des années 2000 et tout. Tu vois, beaucoup de blagues autour de ça. Donc tu vois, j'avais un peu... Je trouvais que ça devenait un peu ringard, quoi. Donc j'ai enlevé. Mais du coup, tu as eu un spectacle assez rapidement, en tout cas de jouer 1 heure. Ouais. Tu l'as fait, Oui, j'ai fait un un an. peu le sens inverse au début, ouais. Et est-ce que tu penses que c'était le bon move à faire? D'avoir rapidement un spectacle, d'écrire rapidement 1 heure, de se confronter à ça, ou à refaire, tu aurais pris plus de temps? Non, j'aurais fait comme ça. Je sais pas si c'est le bon move, mais ça a été le mien et ça a amené un truc que je regrette pas. Donc, en tout cas, oui, c'était comme ça, quoi. Et tu dirais que quel pourcentage du spectacle de cette époque est dans la captation du premier spectacle? Quand genre t'as commencé à la première loge? 10%. 10%. Ah ok. ouais. T'as complètement Petite changé. loge, 10%. Ah ouais. Ah bah ouais, je l'ai énormément joué. Et puis j'ai fait Avignon aussi. Donc non, 17%, quoi. J'ai retrouvé les feuilles il y a pas longtemps, la première, le premier print, la première impression de la première version. En fait, il n'y a pas de vanne. Ok. Non, mais c'est une longue chronique, quoi. Voilà. Et ton premier Avignon, tu l'as vécu comment? Oh, mal. Moi, je venais de me séparer 3 jours avant de la personne avec qui j'étais depuis longtemps. Donc, j'étais partie vraiment dans des conditions... que je recommanderais pas. Ouais, que je recommanderais pas pour un truc aussi dur qu'Avignon, parce que c'est extrêmement difficile à faire. Je l'ai pas fait, mais juste les gens qui me l'expliquent ont toujours une petite larme dans les yeux en le disant. Et après, c'est génial parce que tu bosses jamais autant un spectacle, quoi. Pour le coup, ça avance très vite. De jouer tous les soirs, tu règles ton... moi, ça m'a aidé vachement dans mon rapport au track et tout, tu vois. Mais non, mais c'est épuisant, quoi. Donc non, c'est mal, mais... Puis en plus, j'avais 0 notoriété, donc je devais aller distribuer les flyers moi-même de 14 à 17, puis je jouais à 18, et puis il faisait 49 degrés, enfin non, c'était dur. Mais t'as expliqué qu'il a fallu longtemps avant de prendre du plaisir à jouer, tellement que t'étais stressé. Ouais. Tu dis même que pendant les 8 mois où t'as joué ton spectacle à la Petite Loge, si j'arrivais à finir le spectacle sans vomir, c'était déjà très bien. Ouais. Qu'est-ce qui faisait que tu te disais, ça vaut quand même le coup, malgré ça? Et comment t'as réussi à dépasser ça? Parce qu'à un moment, j'avais 28-29 ans, je m'étais déjà reconvertie 2 fois. Donc t'es là, bon, il y a quand même un moment, il faut se fixer sur un truc. On va pas baisser les bras à chaque fois que c'est un peu dur. Et puis ce que je te racontais tout à l'heure, tu vois, je me disais, en fait, c'est ça. Donc oui, ça va être dur, mais ça va pas être comme ça tout le temps. Puis on va faire en sorte que, il y a un moment, on va y prendre du plaisir parce que de toute façon, c'est ça. Ouais, je comprends. En vrai, je suis pareil que toi. Je pense que moi, je comprenais pas. J'allais sur les scènes. J'arrivais pas. Ouais. Je voyais les gens, les gens m'énervaient parce qu'ils étaient à l'aise. Détente, Et j'étais là, mais tu vas passer. Il y en a qui me disaient, je sais pas ce que je vais dire, mais. Mon Dieu, je vais t'étrangler, c'est pas possible. Et maintenant, je suis devenue cette personne et je me dis, oui, en fait, fallait juste 6 ans, c'est normal, c'est long, quoi. C'est long d'être un bon stand-upper. Je dis pas que j'en suis encore une, mais c'est long d'intégrer tout, quoi. Ce qu'il faut intégrer pour ça. Ouais. Il y a beaucoup de choses à intégrer, c'est vrai. Mais c'est ce qu'on disait juste avant, c'est que je viens de me dire, mais en fait, ma jambe ne tremble plus. Mais tu vois. Alors qu'elle a tremblé pendant longtemps. Mais oui, mais en fait, c'est tellement long et ça se passe sur tellement de plateaux, de machins, de répétitions, que tu te rends pas compte de l'évolution. C'est tellement pas d'un jour sur l'autre qu'à un moment, il y a 5 ans qui sont passés, t'es là, ah oui, ça, c'est vrai que je le fais plus, quoi. Ouais. Tant mieux qu'on se dise ça et pas l'inverse. C'est clair. Et en octobre 2018, t'intègres le Laugh Steady Crew. Est-ce que tu peux expliquer un peu le concept du Laugh Steady Crew? On était une troupe d'humoristes qui jouait chaque mercredi dans un bar. Et en gros, il y avait un public un peu d'habitués et moins d'habitués. Et tous les mercredis soirs, après avoir joué, le public donnait des thèmes et on avait 8 jours. Donc 1 semaine pour écrire un 5 minutes sur un des thèmes du public. Et est-ce que c'est quelque chose qui t'a aidé à progresser? De ouf. Parce que le test, c'est pas ce que t'aimes. Non, mais bon, c'était déjà une forme de chronique à la base. À l'époque, sur scène. Le bar s'appelait le Délice. C'était une forme de chronique, en fait, sur un truc de thème imposé. Ça m'a aidé à trouver des thèmes pour mon spectacle, des trucs dont j'aurais jamais parlé. Et surtout, ça m'a aidé à affiner ce truc d'angle.
Parce que quand il te dit, tiens, t'as quelqu'un qui lève la main dans le public et le sujet c'est écharpe, bah trouve un angle, hein. Tu vas pas faire des blagues sur la laine, tu vois. Donc, Mais t'y arrivais? Ouais. Ou Parfois j'y arrivais, parfois c'était des accidents industriels et on assistait à des crashs aériens en direct, tu vois, tellement c'était nul, mais parfois quand tu y arrives, t'es là, ah c'est intéressant. Mais est-ce qu'il y a eu plus de crash ou plus de vraiment j'ai géré? En fait, il y a eu plus de l'un ni l'autre, en vérité. Il y a eu plus de trucs en demi-teinte, oui, c'est bon, ça va, mais allez, on en sort 2 vannes, quoi, sur 15. Mais quand t'as eu les chroniques, tu t'es dit, ah, c'est bien que j'ai fait ça avant. Ok. Ouais, T'avais déjà une petite expérience de cette gymnastique, ça m'a quoi. beaucoup aidé, ouais. Et puis ça dérouille le cerveau, hein, franchement. Il faudrait que je le fasse, en vrai. Je trouve ça dur de se mettre un thème. Quand c'est toi-même qui te mets un thème. Ah oui, moi, c'est parce que c'était imposé. Jamais j'aurais réussi à le faire de moi-même. En autonomie, quoi. Ici, on a une soirée à thème, c'est au réservoir aussi, mais c'est une soirée à thème sur un sujet de pop culture. Donc, on a fait soirée Seigneur des Anneaux, soirée Star Wars, soirée Pokémon, ce genre de choses. Et c'est vrai que ça t'ouvre des nouvelles possibilités. C'est aussi pour ça que j'aime bien les soirées roast, par exemple, parce que ça t'ouvre une porte que moi, j'ai pas. Oui, que tu serais pas allé chercher toi-même, quoi. Ouais, parce que je roast pas les gens. C'est pas mon style d'humour d'aller dans un truc plus piquant, plus méchant. Et quand je peux le faire, je fais ça m'ouvre un truc que j'ai pas et j'aime bien. Tu vois. Après, en septembre 2019, donc en juillet, pardon, c'est le Festival d'Avignon dont on a parlé tout à l'heure. Puis en septembre, tu as enchaîné les festivals d'humour et les prix comme le prix du jury et prix de la presse au Festival Rire en scène, le prix du jury au Festival des humoristes de Tournon-sur-Rhône. Est-ce que l'ambiance festival d'humour, concours d'humour, c'est quelque chose que tu as aimé ou tu t'es dit il faut passer par là? Il faut passer. J'ai aimé sur le coup, hein, parce que bon, tu te retrouves quand même toujours avec des copains, donc c'est quand même toujours chouette. Après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec l'applaudimètre et tout. Le principe de concours dans ce qu'on fait, ça n'a pas de sens, je trouve. Je suis assez d'accord, mais il faut que j'en fasse. Non, mais parce que ça a tendance à changer. Hein, ça a pas... Moi, ça avait un peu de poids à l'époque. Aujourd'hui, moins quand même, quoi. Franchement, ici en Belgique, c'est beaucoup plus agréable de les faire. Parce que par exemple, avant, tu avais des concours où tu arrivais dans une pièce, il n'y avait pas de public et tu devais jouer et une table de personnes âgées qui te jugent. Alors que maintenant, tu joues devant une grande salle. Je veux dire, avec le développement des réseaux sociaux, ils sont un peu en perte de vitesse, quoi. Hein. Les gens qui organisent ces concours-là, t'es là, oui, en fait, j'ai pas besoin de gagner une coupe à Micheline-les-Bains. De prix de la presse, du journal local pour je vais mettre un 5 minutes sur internet et puis voilà. En décembre 2019, tu fais ta première télé avec l'émission Génération Paname. Est-ce que c'était vraiment une étape pour toi? Il y a un stress supplémentaire à la télé ou pas tant? Alors Génération Paname, ça a été, mais à un moment j'ai fait Click, le pestacle, qui était le truc, je pense pour les humoristes à l'époque, le plus casse-gueule de la Terre. Là c'était des chroniques télé dans le Click. Ouais. Et ça, je me souviens d'un track comme j'ai jamais eu de ma vie. Je me souviens d'avoir vraiment hésité, enfin je l'aurais pas fait, mais vraiment c'est passé dans ma tête le coup de foutre mon briquet dans l'alarme incendie, quoi. Ah ouais, parce que vraiment jusqu'à 10 minutes avant d'y aller, j'étais... mais je respirais pas, quoi. C'était terrible. Horrible. Je refaisais mon texte, je perdais des bouts, ça me terrifiait. Est-ce que maintenant tu te sens plus à l'aise de faire des chroniques en télé? Non. Et c'est quoi? C'est les caméras? Je sais pas, c'est les caméras, c'est le fake, c'est la surlumière sur les plateaux, faut penser à être sur ta petite croix de scotch. J'aime pas. Okay. Non, c'est parce que je me dis maintenant avec toute l'expérience des chroniques qui sont aussi filmées. Mais tu vois, c'est un truc assez brut, la radio filmée. La télé, je sais tellement que suivant les plans de caméra, de comment ça va être filmé, puis personne sait filmer le stand-up. En plus, tu vois, donc tu vois, la vanne, elle va pas passer. Tu vois, ils vont faire des plans hyper ringards sur le public. Enfin, j'ai pas confiance dans les gens qui réalisent ça en général, quoi. Moi, je suis encore plus admiratif de genre Roman Frécinet, du nombre de chroniques qu'il a fait dans Click, en sachant comment c'est dur de les faire. Tu vois, quand elle a un peu le retour d'autres gens. Après, moi, je connaissais pas Mouloud. Tu vois, là, c'est son pote. Enfin, c'est une autre à l'aise, quoi. C'est que là, si demain, comme il y a des gens qui seraient hyper stressés de faire une chronique avec Nagui, et puis quand on a fait 100, t'es à la maison. Il y a aussi un truc d'habitude. Et moi, si j'avais connu Mouloud et qu'on avait. Enfin, tu vois, que je sais qu'il m'aime bien et qu'il est cool et qu'il va se marrer, j'y vais plus détente. Mais là, je savais pas si les gens allaient être bons camarades, en fait. Après, c'est janvier 2020, tu débutes ton spectacle, cette fois-ci au Métropole. Tu n'es signé avec une prod et tu expliques que pour la première fois, c'est la première fois que la salle est complète avec des inconnus qui sont venus te voir. Comment t'as vécu ça, ta première au Métropole? C'était trop bien parce qu'en plus, il commençait à y avoir toutes les retombées France Inter, quoi. Ah non, c'est après. Ah pardon, oui, t'as raison. Non, mais parce que j'ai fait un tout petit peu de Métropole et après les théâtres ont fermé.
Mais j'ai dû en faire 3 et à chaque fois, je les oublie. En mars, un truc comme ça. Et après, donc, le confinement. Donc, tu as les chroniques dans Click, le confinement, Mars de Villemin. Donc, comme tout le monde, tu dois faire une pause dans ta carrière avec le confinement. Comment tu as vécu, toi, toute cette période de pause Moi, je me suis d'un point de vue reposée. professionnel? Oh oui, d'un point de vue... Ouais, j'ai rien fait. Moi, j'ai lu adoré. des livres, j'ai regardé des films. J'ai pas essayé de mettre du contenu sur les réseaux. J'ai pas essayé de développer un truc. Moi, j'ai dû commencer plus ou moins un roman, quoi. Mais bon, non. C'était le repos. Et après, en août 2020, il y a Nagui qui te contacte directement Ouais. pour te proposer de devenir chroniqueuse hebdomadaire dans la bande originale. Comment tu réagis à ça? Bah bien. Mais je veux dire, t'es tellement matrixé France Inter. Est-ce que tu bugs? Est-ce que t'es en joie? Est-ce que t'es paniqué? Non, je suis ravie, je suis paniquée, mais j'ai pas le temps parce qu'ils m'appellent pas énormément de temps avant la rentrée. Donc j'ai pas beaucoup de temps pour paniquer non plus. Mais je suis ravie. Et puis j'ai vraiment conscience que ça va changer beaucoup de choses. Bah, qu'est-ce que ça a changé déjà? Bah, le remplissage des salles. Ça, c'est quand même un petit bond de notoriété. Le France Inter de l'époque, j'entends. Avant qu'il y ait beaucoup de monde et beaucoup d'émissions, machin. Oui, ça fait un bond de followers, ça fait un bond de notoriété, ça fait un bond de vente de billets. Ça a changé tout ça, quoi. Et puis d'un coup, on commence à un peu te reconnaître dans la rue de temps en temps. Et puis ce que tu fais passe à l'échelle nationale, en fait. Bah, clairement, moi, je te connaîtrais pas sans les Voilà. chroniques. Ça, c'est sûr. Enfin, à moins d'être passé à Bien sûr. Paris et de tomber sur un plateau. Bien sûr. Tu commences avec le concept de la chronique qui est Morgane ne vous aime pas. C'est venu comment? C'est eux qui me l'ont C'est eux qui t'ont proposé. Ouais, ils voulaient quelqu'un qui... Et ça t'allait, tu disais ça m'inspire ou... Bah, moi, j'aurais dit oui à n'importe quoi, je pense. Mais ouais, ça m'inspirait. Bah, le truc un peu piquant, punchline, vanner quelqu'un, mais en lui disant un peu que je l'aime, c'était pile dans ce que j'avais facilité à faire, en tout cas. Et pour ta première chronique, tu apprends que l'invité, c'est Blanche Gardin. Ouais. Rien que ça. Ouais. Comment tu vis cette première chronique devant Blanche Gardin? Bah, de la même manière où ma première chronique Click, c'était Panayotis, c'est en fait... tout le monde m'a dit ah waouh tu fais devant la Queen et tout, t'es là ouais mais bon c'est son métier aussi, donc elle sera peut-être plus sympa que si ça avait été une actrice française, quoi. Tu vois, donc en fait j'étais pas très stressée, elle a été très sympa effectivement et très bonne camarade, quoi. Et t'as fait des chroniques devant plein d'invités du Ouais. monde culturel. Bah, ouais. Parmi tous ces invités, qui sont ceux qui t'ont le plus marqué, où tu t'es dit je suis super stressé de le faire, ou alors j'ai adoré comment ils ont réagi? Lesquels t'ont le plus marqué? Horrible de dire ça maintenant à la lumière de tout ce qu'on sait. J'étais très très impressionnée de faire devant Gérard Depardieu. Pas tant pour l'acteur, la légende, le monument, tu vois, que ça aurait pu représenter, mais parce que je me suis dit mais putain, il a dû se faire chroniquer par la France entière, il va pas écouter, ça va le saouler, il va couper, il va râler et tout. Et en fait non, je lui avais fait un joli truc et il était assez ému, tu vois. Mais ouais, j'étais stressée. Je sais pas, j'ai dû avoir des montées de stress. Bon, les Souchon, les Woolsey, mais que j'adore. Donc, je leur faisais des déclarations. Donc, j'étais là, mais vraiment comme un petit enfant de j'espère que ça va leur plaire et tout. Après, j'ai dû être impressionnée devant des Cotillard, devant des Isabelle Huppert, devant des trucs comme ça. Mais en fait, non, le truc qui impressionne le plus, c'est devant les humoristes. En fait, devant les gens, enfin, en tout cas, devant les gens dont tu admires un peu le travail, quoi. Donc, je pense que j'ai peut-être... Je dis bien peut-être parce que je sais plus, à l'époque, était plus impressionnée de chroniquer devant Baptiste Le Caplin ou Jonathan Cohen que devant Mélanie Laurent, tu vois. Mais est-ce que c'est plus dur de faire ces chroniques avec des gens qu'on aime beaucoup, des gens qu'on n'aime pas, ou des gens qu'on connaît juste pas? Qu'on aime beaucoup. Mais moi, je crois que ça se ressent quand tu les aimes beaucoup. Je trouvais qu'il y avait un truc très mignon et que ça se ressentait. Bah oui. Ça faisait Et en fait, un quand côté je les très aimais pas, je sympathique. parlais pas d'eux. Je parlais du sujet du film ou quoi, mais tu vois, je trouvais un chemin de traverse. J'ai envie de refaire tous les épisodes juste pour savoir lesquels t'aimes pas. Écoute, je te dirai après. Mais ouais, je me doute que c'est les humoristes que t'aimes le plus, enfin les personnes que t'aimes le plus, que ça doit être compliqué parce que tu veux tu sois approuvé, quoi. Et est-ce que t'as ça aussi en humour, genre quand t'es sur scène, sur des plateaux, qu'il y a des gens que t'aimes bien? Ouais, mais moi je veux pas, ma prod essai, je veux pas savoir les invitations qui est dans la salle, quel soir. Okay. Cassez-vous de là, quoi. Foutez-vous au fond, dans le noir. Non, je veux pas savoir. Parce que je joue jamais aussi mal que quand il y a des proches dans la salle, donc en fait. Ah, toi, c'est plus les proches ou les proches, les gens que collègues? j'admire, les potes, les potes humoristes qui font la même chose, c'est terrible. Ouais, moi, je suis complètement là-dedans. On est chez Fanny, du coup, comme elle l'a mentionné, mais quand Fanny est là, je sais que j'ai un stress de Fanny est là. Marrant. Alors que je pense qu'elle n'a même pas écouté le passage spécialement. Je pense qu'elle a écouté, mais bon, plus. Je veux dire, elle fait sa vie, oui, quoi. Oui. Elle fait pas attention spécialement à ton passage, et moi je suis là, elle est là. Oui, je comprends, mais c'est normal. Est-ce que tu as une ou plusieurs chroniques que tu te dis, celle-là, c'est mes meilleures, c'est vraiment ce que j'ai fait de mieux?
Bah, en fait, il y a eu les chroniques Ne vous aime pas, et puis après, il y a eu les chroniques Moi, billet d'humeur et tout. Donc, bah, il y en a quelques-unes, oui, bah, parce qu'après, tu vois vraiment celles qui ont le mieux marché. Hein. Celle sur Aya Nakamura, quand il y a eu la banderole raciste, là, c'est celle dont on m'a le plus parlé. Donc, t'es là, oui, bon, ok, donc j'ai dû toucher quelque chose avec celle-là, quoi. Oui, il y en a quelques-unes. Je pourrais pas te les dire là de tête, mais c'est sûr qu'il y en a 4-5. Mais toi, personnellement, il n'y en a pas. Enfin, même, ou au contraire, même qui n'ont pas fonctionné, que tu te dis, ah, celle-là, je suis vraiment très fier de ce que j'ai écrit. Non. Non, ah si, Aya, Aya, je l'aime bien. En fait, Aya, je l'aime bien parce que j'étais tellement triste et atterrée de ce truc-là, de racisme pur, que pour le coup, elle est très nourrie en punchline, quoi. C'est un roast contre ces gars-là. Donc, ouais, j'étais contente. Moi, ta dernière chronique, vraiment, Ah ouais. d'adieu, très drôle. Oui. Puis mignonne, quoi. Oui, celle-là, je l'aime bien, la dernière. Mais elle me fait de la peine. Mais je l'ai réécoutée ici en voiture, je me suis dit, elle est vraiment bien, parce que je l'avais Merci. déjà entendue quand elle est sortie, puis je l'ai réécoutée et je re-ris. Merci. Et il y a celle sur Angèle, que moi j'ai Ouais. beaucoup aimé. Et il y a une phrase. Je m'en rappelle plus. Ah ouais, Elle est c'est venue, normal, Angèle, c'est vrai. t'en as fait tellement. Vas-y, t'as une phrase que moi je l'ai notée parce que je me suis dit j'adore. C'est ma tombe sera remplie d'amour. S'ils ont bien fait leur boulot, elle sera juste remplie de toi. Attends, quoi? T'avais dit, les gens disaient ah, ma tombe sera remplie d'amour. T'avais dit ouais bah si la vie fait bien son boulot, elle sera juste remplie de toi. Je comprends même pas ce que j'ai voulu. Mais c'est pour dire que dans ta tombe. Oui, il y a juste toi, toi, je vais quoi. le réécouter, ouais. Mais je le vends peut-être pas Non, aussi non, mais bien, si, mais ça y est, j'ai capté. la phrase mais resté de c'est tellement terre à terre, brut et je ris, tu vois. Ah bah écoute, merci. Je la réécouter. Je me rappelais même plus qu'Angèle était venue, quoi. Ah, je sais plus si c'est la phrase si c'est celle sur Angèle, mais c'est une que m'a marqué, je me suis dit je vais la Trop marrant. noter. Ok. Parce que je crois que j'ai réécouté chaque chronique pour préparer l'épisode. Les En plus, j'ai eu le 500. temps. Hein. Ouais, Oh, mais waouh. après, j'ai eu 3 ans pour le refaire. Oui, c'est vrai. Mais bon, quand même, il y en a beaucoup. Mais j'aime beaucoup. Et est-ce que tu trouves qu'il y a des chroniques vraiment éclatées au sol? Oui, bien sûr. Ah bah dans les quotidiennes, à l'époque où je faisais tous les jours, dans les Je vous aime pas, bien sûr. Bah, qui sont moins bien, oui. Sinon, toi, j'en ai revu une avec François Cluzet. Bah non, mais parce qu'il y en a où ça se voit, j'ai rien à dire, quoi. Parce que c'était tous les jours. Tu peux pas sortir une bonne punchline par jour? Mais c'est d'ailleurs ma question. Comment c'est possible d'écrire une chronique tous les jours? Moi, par exemple, je reçois le message de Nagui, je suis en Je te panique. jure, je sais plus, j'ai un espèce de blackout. En fait, quand faut le faire, tu le fais. Parce que t'es au pied du mur, donc tu le fais. Là, je pense que Lisa Delmoitier te dirait la même chose. Là, avec 3 ans de recul, ça me semble impossible. Mais bon, en fait, sur le coup, bah, tu le fais et n'importe qui l'aurait fait. N'importe qui aurait réussi. C'est pas moi qui ai une facilité, ou peut-être une facilité d'écriture, mais c'est pas moi qui ai un don. C'est l'émission, elle est demain en direct à 11h, bah, faut que ça soit écrit, ça sera écrit. Hein. Peu importe la qualité du truc. Ouais, mais ça, tu vois, le fait que tu me dises, ça me semble impossible, me rassure parce que moi je suis là, mais comment c'est possible? Ah non, et puis là, je te dis, je ne sais pas comment j'ai fait. C'était une autre personne, c'était pas moi. J'étais sous drogue, on m'a drogué. Enfin, on m'a. C'était, je sais pas, j'avais. Mais tu sais, c'est l'énergie du désespoir, hein, quand faut y aller. Mais tu dis qu'il y a des chroniques qui sont éclatées. Moi, j'ai pas trouvé qu'il y avait vraiment des chroniques que je me dis celle-là, j'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai trouvé qu'il y en a qui sont moins bien. Bien sûr. C'est ça d'office, Oui, tu peux bien pas sûr, être dans l'excellence à chaque chronique, surtout quand c'est journalier. Moi, je trouve ça complètement fou. Il y a aussi un truc avec les chroniques, c'est que tu as commencé à faire les chroniques pendant une période de pandémie, donc les gens, tu ne les voyais pas, et puis tu as repris le spectacle, et là, tes salles sont remplies de gens grâce aux chroniques. Comment tu as vécu la reprise C'était trop du bien, spectacle du coup. sur scène? Bah, c'était trop bien. T'es là, ah oui, waouh, tu te prends tout l'effet d'1 an et demi de France Inter dans la tronche sous forme de complet, donc c'est trop bien. Mais est-ce qu'il n'y a pas du coup une pression de Si, il y avait une il petite faut pas les décevoir? il y avait une petite appréhension de ils aiment la forme chronique, est-ce qu'ils vont aimer le spectacle. Mais bon, après, bah voilà, tu fais une date, ça rit, 2 dates, ça rit, et puis après, t'es rassuré. Et juste, tu kiffes. C'était bien. Que tu penses que tu es meilleur en chronique ou meilleur sur scène? Je sais pas. Peut-être en chronique quand même. Moi, je te dirai après. Non, le tu me spectacle diras ce pas, soir. tu me Non, je te mentiras. dirai pas, le truc horrible. Tu me mentiras. Non, mais je pense que je suis vraiment pas la même personne, tu vois. L'un à l'autre, quoi. Après, je retrouve ce que j'aime dans les chroniques, dans le spectacle. Parce que c'est comme je te disais tout à l'heure, c'est la punchline. Bah écoute, ça sera peut-être encore plus vrai ce soir. Je pense que ça s'est encore plus resserré. Je pense que les deux styles se sont encore plus resserrés dans ce spectacle-là que de celui d'avant. Tu me diras. Bah, franchement, j'ai hâte. Alors, donc en 2021, tu fais tes chroniques du lundi au vendredi, tu joues ton spectacle du jeudi au samedi. Est-ce que t'es parvenu à un moment donné à avoir une vitesse de croisière ou c'était juste épuisé en permanence? Non, j'arrivais. Bah, à la fin, j'ai réussi à avoir une vitesse de croisière. En fait, je croyais que j'avais une vitesse de croisière, et puis en fait, je me suis écroulée à la fin. Mais parce que c'était obligatoire que ça se finisse comme ça.
Encore une fois, je comprends pas comment c'est possible. Mais je crois que tant que tu l'as pas fait, tu comprends pas, quoi. Je pense que c'est comme les gens qui se disent mais c'est pas possible de monter sur scène. Je pense que bien sûr. tant que tu l'as pas fait. Bien sûr. Mais c'est comme quelqu'un qui fait un footing et qui arrive pas à courir 10 minutes et qui se dit mais comment les gens peuvent taper des semi-marathons. En fait, c'est à force. Puis tu le fais, quoi. Moi, j'ai un pote qui fait un Ironman. Mon Dieu. Pour le plaisir. Oui, non, mais ça, après, c'est pas des vrais humains. C'est ça. On est d'accord. Est-ce que les chroniques, ils ont une influence sur ton stand-up, ta manière d'écrire, de travailler en général? Est-ce que des fois tu trouves des choses que tu vas mettre dans le spectacle ou pas spécialement? Un peu, mais pas de fou. Tu vois, c'est anecdotique, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de vannes qui sont dans les chroniques. Si, tu vas voir. Tu vas voir ce genre. Si, de fou. Mais qui sont des débuts d'angle, etc., quoi. Sur la page donc, de France Inter, tu as 491 chroniques, 491. Ça serait quoi tes conseils à quelqu'un qui reçoit cette opportunité? Bon, je reçois un message de Nagui. Qu'est-ce que tu me conseilles? D'y aller déjà, parce que c'est un super exercice. Que pour moi, la radio, c'est le meilleur média. Que tu crées vraiment un truc avec les gens dont tu te rends pas compte, mais t'es vraiment un rendez-vous. Tu vois, si toi, tu passes à 11h, à 10h, à 15h, c'est un moment particulier dans leur journée, quoi, qui est un peu associé à toi, c'est très intime. Et du coup, c'est quand même une sorte de privilège d'être dans la cuisine, dans la salle de bain des gens. Et de le faire. Moi, je conseillerais toujours de le faire parce que c'est un bête d'exercice qui est trop bien. Puis t'apprends plein de trucs. Et puis moi, quand j'étais en quotidienne, tu vois, je regardais les films ou je lisais les livres ou les BD ou les trucs, où j'allais voir les expos des gens qui venaient faire leurs promos. C'était quand même une énorme chance d'avoir accès à la culture comme ça, quoi. Ça t'ouvrait à d'autres choses. Ouais. Trop bien. Ok. Et en 2022, tu joues ton spectacle à l'Européen, que tu captes en juin 2023, qui est maintenant disponible sur Canal+. Dans ce spectacle, tu parles vraiment de beaucoup de choses. Il y a le bien-être, les angoisses, la pensée positive, l'astrologie, la vie après la mort, l'amour, l'engagement, la vie de couple, les rencontres, la reconversion professionnelle, l'addiction au sucre, le rapport au corps, l'enfance, le deuil. On en a parlé un petit peu, mais quel regard tu portes sur ce premier spectacle maintenant? C'est un peu tout ce que je t'ai dit au début, mais je rajouterai quand même un peu plus de tendresse que ce que j'ai dit au début. C'est ton premier enfant, quoi. Ouais. Mais moi, j'ai vraiment beaucoup aimé le spectacle. Vraiment, j'étais content d'avoir le lien, j'ai réécouté, cool. Il y a des passages que j'adore. Après, c'est en fonction des thèmes. Tu vois, quand tu parles de la fête, je suis un petit peu moins dedans parce que j'ai pas le même rapport à la fête que toi, par exemple. Mais tous sur la mort, où je suis à fond avec toi et ça me fait rire. Mais moi, j'aime qu'on en parle. Tu vois, parler un peu de deuil, ça fait du bien. Tu vois, et du coup, merci pour ce spectacle. Avec plaisir. Et du coup, j'ai trop hâte du suivant. Oh, la pression, parce que c'est ce soir. Mais je suis très bon public. C'est pour te rassurer, je vais rire. Et en plus, je ris fort. Donc, c'est chouette de m'avoir dans le spectacle. Bon, tant mieux. Dans le public, ah ouais? Oui, c'est pas un enfer. T'es pas le genre de gens qui... moi, par contre, je rigole pas, quoi. L'enfer, reste chez toi. Mais il y a beaucoup d'humoristes qui regardent et qui font « Ah, c'est drôle, ça ». Et qui n'ont pas de son. Qui expriment pas. Et qui sont exactement le public qui déteste eux-mêmes. Ouais, exactement. Ils ont passé un bon moment, ça se voit pas. Oui, exactement. Est-ce que au niveau stand-up, je suis revenu sur une majorité de ce que tu as fait? Ouais. Est-ce que t'as fait un bon tour là. Ouais. Oh, c'est impressionnant. Mais tu m'as même dit des trucs dont je me souvenais pas, quoi. Ouais, c'est mon boulot. Mais bravo, hein, t'as bien creusé. Je crois que c'est pour ça que je prends que des humoristes que j'aime bien, sinon ce serait insupportable. Sinon c'est affreux, tu dois aller creuser la vie de gens que dont t'aimes pas le travail, c'est très dur. J'aurais écouté 2 chroniques et j'aurais fait « Ah, c'est bon, il fait des chroniques, quoi ». Je vais te poser des petites questions un peu plus générales sur le stand-up. Dans toutes les scènes que tu as faites, quelle serait la meilleure et la pire? Dans les comédie clubs, tu veux dire? Tout confondu. Toute fois où tu es monté sur scène, la meilleure et la pire. La meilleure, je me souviens d'une date de tournée à Nantes qui était incroyable, au Théâtre des Sans Noms, où les gens étaient en feu. C'était trop bien. Tout marchait, j'étais à l'aise. C'était trop bien. Et la pire, à Nantes, dans le même théâtre, 1 an après, où je suis arrivée avec une espèce d'à-l'aise, tu vois, on va faire le bis, quoi. Ça va être pareil, ça va être le même feu. Putain, calme. Pas horrible, hein, mais dur, quoi. J'arrivais pas à les avoir, c'était mou du cul et tout. Et je l'ai hyper mal vécu parce qu'en plus, c'était à la fin de la tournée du premier. J'étais épuisée, j'en avais marre, ça se passait pas bien du tout. Donc je suis sortie en pleurant, quoi. Et je suis sortie, j'ai pleuré immédiatement. Je me suis vraiment écroulée dans le coulisse, quoi. C'était dur. Mais malheureusement, c'est du vécu pour tous les humoristes, je pense. C'est clair. Mais tu penses que c'est dû à quoi?
Je sais pas. Est-ce que c'est l'épuisement? Il y a des soirs comme ça. Ou le fait que tu arrives avec confiance peut-être? De te Bah, dire si je vais peut-être. faire la bise Peut-être, et peut-être que c'était la fin du spectacle, que j'en avais marre, donc je le vendais moins bien aussi, tu vois, je sais pas, j'en sais rien. Qu'est-ce que tu aimes le plus et qu'est-ce que tu aimes le moins dans le fait de faire de l'humour? Vraiment dans le métier d'humoriste. Bah, ce que j'aime le plus, c'est écrire des conneries qui font rire les gens, qui sont juste des trucs dans ma tête de weirdo, et voir que ça fait rire, ça c'est très réconfortant. Et pour moi, et pour, j'espère, les gens. Et ce que je déteste le plus, c'est sortir de chez moi. Non, c'est toute la logistique, comme plein de gens, la logistique autour de la tournée, hein, le train et tout, parfois c'est dur, quoi. Et pour ce spectacle, tu as dû retourner vers les comédie clubs. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes? Ouais. Retourner dans les comédie Ouais. clubs? Ouais. C'était dur, hein, au début, d'y retourner. À quel niveau? Bah, parce que tu retrouves un public que tu as laissé, qui est jeune, et qui n'est pas le public de France Inter ou ton public, hein, quel que soit le canal sur lequel tu t'es fait connaître. Il faut reconvaincre et ça marche pas tout de suite. Donc c'est l'ego qui revient. Ouais, mais c'est trop bien. Ouais, c'est important. Ah ouais, mais c'est trop bien. C'est une bonne douche froide et puis ça t'aide à. Il n'y a que comme ça que tu deviens meilleur. En fait, faut pas que ça soit drôle pour ton public, faut que ça soit drôle dans tous les cas. Tu es censé pouvoir faire rire et divertir les gens, quel que soit le public, en fait. Et pas sortir et dire ouais, ça va pas marcher parce que c'est pas mon public. Non, ça va pas marcher parce que c'était pas assez bien. Tu vois, donc ça t'oblige à y retourner, à te retourner, te battre, quoi. Ouais. Mais est-ce que tu voyais que dans le regard des humoristes sur les plateaux, dans le regard du public, que c'était c'est la fille des chroniques France Inter, Ah bah non, tu sais, à Paris, on est tous un peu la fille et le garçon des chroniques France Inter. Il y a beaucoup de gens qui en font, hein, Ouais, donc non. Mais est-ce que tu voyais, que tu te disais, enfin, certains qui commencent et qui se disent ah waouh, il y a Morgane Cagnan qui est là, il faut pas du tout. Ah, pas du tout, au contraire. Hein. Ok, c'est marrant, non, parce que tu arrives sur un plateau, moi je me dis. Non, ça. Les stars des comédie clubs à Paris, c'est pas les gens qui font des chroniques sur France Inter, c'est les gens qui ont plein de followers. Donc en fait, et toi, t'es là, et tu vois des gens qui ont 25 ans et qui sont des stars, enfin, en tout cas, qui se prennent pour. Et tu sais pas qui c'est. Mais bon, ils ont des gros comptes Instagram apparemment. Hein, mais oui, non, c'est pas le même rapport à la starification du tout. Ok, ouais. Ouais, mais après, c'est parce que moi j'ai une vision Ouais. stand-up de je regarde, je vois Oui. ce qui je trouve bon. Et du coup, moi je me dis, tu arrives sur un plateau, je suis sur le plateau, je fais, ouh, il y a Morgane Cagnan qui est là, j'espère qu'elle va bien aimer ce que j'ai fait. Ah, elle aime pas. Bah, je te promets que je regarderai et que je rirai fort. Maintenant, j'ai un stress en plus que tu m'as dit ça et je vais non, pas entendre de son. Mais les gens ont pas ce rapport-là du tout à Paris, quoi. C'était même, je me sentais un peu la vieille boomeuse, tu sais, qui revient. Ah ouais? Qui revient faire le truc des jeunes, quoi. Ouais, Okay, au début, hein, après c'est passé. Bah, même moi à 31, des fois j'arrive, je suis vraiment le plus vieux ici, ouais, quoi. C'est dur. Genre même dans le public des fois. Ouais. T'as un public qui tout le monde est plus jeune que toi, tu fais ah ouais, j'ai pas cette vision de moi. Ouais. Je suis une vieille personne en fait. Ouais. Et qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite de ta carrière? Des spectateurs. Non, mais que ça marche, hein, évidemment. Que ça marche et puis que ça me rende heureuse. Que moi j'y prenne du plaisir parce que ça m'intéresse pas que ça marche et d'aller jouer en pleurant parce que j'ai pas envie. De continuer à avoir envie, ouais. Et est-ce que tu aimerais faire ça toute ta vie ou tu te dis le temps que ça durera? Tant que ça durera. Le temps que ça durera parce que aussi j'ai conscience que ça passe vite, hein, tout ça. Donc le temps que ça durera, c'est peut-être 20 ans et dans 20 ans, je vais pas faire de calcul parce que ça va me déprimer. Mais ouais, le temps que ça durera. Et le temps que ça durera, le temps que ça marche et puis le temps que ça me plaît aussi, tu vois, le temps que ça durera aussi dans le sens si à un moment j'ai plus envie quoi. Bah je te souhaite tout ça. Et je vais passer à la toute dernière fin, qui est le name dropping. Donc je te l'ai annoncé un petit peu au début de l'épisode. Je vais te demander à chaque fois de me donner un humoriste. Okay. Homme, femme, québécois, français, allemand, peu importe, mais une personne pour chaque catégorie. Ok. L'humoriste le plus sympa que tu as rencontré, ou la plus sympa? Verino. Ok. L'humoriste qui pour toi écrit le mieux? Pour moi, écrit le mieux, putain. Mais en fait, c'est soit je pars dans des Américains et tout, mais Adib Al-Khalidé. Eh ben, du coup, je vais en profiter parce qu'il vient de mettre le lien. Si vous êtes abonné à sa newsletter, il y a son nouveau spectacle Député des voleurs qui est disponible et qui est. Moi, je l'ai vu à Montréal. J'ai vu c'était son deuxième rodage et je pleurais de rire. Et c'était un rodage et j'étais dégoûté de me dire c'est son rodage ça. Il est trop fort. Il est incroyable. L'humoriste qui pour toi joue le mieux, celui qui vend le mieux ses blagues par son jeu? Thaïs Bocquier. Ouais, c'est une comédienne extraordinaire. L'humoriste qui t'inspire ou qui t'a inspiré le plus? Bah, Florence Foresti.
honnêtement, celle que je regardais quand j'étais jeune, en termes de longévité de carrière, de renouveau, de pas se ringardiser, de... Ouais. Et je pourrais la mettre aussi dans celle qui vend le mieux ses vannes en les jouant. Maintenant, je vais te demander de choisir entre 2 humoristes et de me dire lequel des deux te fait le plus rire. Alors vraiment, le critère, c'est le rire. C'est pas celui que je préfère. Ok. Des fois, c'est même pas celui que tu préfères entre les deux. C'est juste celui qui te crée le plus de rire. Ok. Entre Louis C.K. et Dave Chappelle. Louis C.K. Entre Ino J.P. et Lisa Delmoitier. Lisa Delmoitier. Entre Louis Chappet et Pierre Thévenoud. Ah, c'est dur, hein. Pierre, t'es venu. Entre Laura Domange et Rosa Bernstein. Laura, mais c'est serré, c'est parce qu'on chroniquait ensemble. Donc oui, elle m'a fait rire plus de fois parce que je l'ai vue plus de fois aussi, quoi. Entre Kian Kojandi et Alex Vizorek. Kian, allez. Entre Haroun et Roman Frécinet. Roman. Entre Tania Dutel et Baptiste Le Caplin. Bah, Baptiste, parce que... Bon, Tania me fait beaucoup rire, je trouve qu'elle écrit très bien et tout, mais Baptiste, enfin, moi, l'absurde, et là, ça marche beaucoup sur moi. Et la surénergie, je trouve que Baptiste, il te chope. Tu sais, c'est vraiment un chien de chasse. Il te chope au début, il te retourne dans tous les sens et il te laisse 2 heures après, t'es exsangue, tu sais plus où t'habites, t'es fatigué. Et ça, ouais, mais Baptiste, moi, ça marche sur moi terriblement, quoi. Entre Guillermo Guise et Fanny Ruet. Oh, l'enfoiré. C'est pas bien ce que tu fais. Hein. Je sais. C'est pas bien de créer des divorces amicaux comme ça. Surtout que t'es dans le salon de Fanny. Surtout que je suis dans le salon de Fanny Ruet. Qu'elle est à quelques mètres de toi et qu'elle va écouter probablement. Guillermo Guise, mais parce que Guillermo Guise, au-dessus de plein de gens en termes de... Ça me fait rire, quoi. Son dernier spectacle, il est formidable. Il est très, très drôle. Mais tout ce qu'il a fait... Mais Fanny, c'est pas mal, hein. Si elle persévère, ça va être rigolo. Ah, les gens qui... Ah, il n'y a plus des gens qui doutent Y a avec plus de- Morgane ouais, Casino. non, y a C'est plus étrange. La bromance, elle est finie. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mais je vais rajouter une question, parce que je viens de me dire que ça peut être sympa. C'est qui, pour toi, l'humoriste le meilleur en chronique? Marina. Marina Coleman, Rollman. ouais. Très bon choix. Dans l'exercice de la finesse, de la chronique de Marina. Oui, sur la longévité du truc aussi. Ouais. Et dans un autre registre, Tranier et Cominec, enfin, qu'on réussit à ramener, à déringardiser ce truc de personnage en chronique. Où c'est très très fort. Moi, j'aurais adoré avoir l'alaise et le courage d'essayer de faire du perso en chronique, quoi. Donc non, ils ont amené vraiment un truc nouveau qui est... et moi, Tranier, je me pisse dessus, quoi. Tranier, il faut vraiment que j'aille le voir en spectacle. Parce que tout le monde me dit c'est C'est génial. encore autre chose, quoi. C'est super. Ouais, mais c'est ça. Mais je pense que ça peut être chouette aussi, parce que ça va être un autre style d'humour. Et on me l'a souvent conseillé, on m'a dit qu'il était Très super. drôle, Benjamin. Et la dernière question que je pose à chaque épisode, c'est qui, toi, tu aimerais entendre dans le prochain épisode? Qui j'aimerais entendre dans le prochain épisode? Bah, Cominec, tiens, parce que je l'ai peu entendu en podcast, moi, Alex. Parce qu'on a la connerie tous les deux, on se fait rire et tout, on se dit, on s'envoie de la merde et tout sur les réseaux, mais je l'ai peu entendu dans ses retranchements. Ok. Voilà. Ça marche. Tu as l'impression d'être dans tes retranchements aujourd'hui? Non, ça va. Non, c'est pas un Jean qui doute. Non, on est resté très technique sur le stand-up et tout. Mais en plus, son parcours m'intéresse parce que je le connais mal. Ok. Comme il arrive en France un peu après et tout. Voilà, donc j'ai envie que tu creuses ça pour moi. Ça marche. Bah, Voilà. Merci beaucoup Mais d'avoir répondu merci à toutes mes toi, questions, Régis. d'avoir pris le temps et Avec d'avoir plaisir. pu enfin enregistrer cet épisode. Ça y est, c'est fait. C'est fait. Merci Tu peux beaucoup. rechoper le Covid en paix. Merci beaucoup. Bisous. Merci d'avoir écouté Humeur Humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez le suivant. Il sera mieux. Bisous.